Bonjour, bienvenue donc au séminaire Polytechnique Santé. On est ravis, c'est une nouvelle initiative qui se lance aujourd'hui et on est vraiment ravis de vous recevoir. On a choisi un thème, donc la prévention en santé sera-t-elle algorithmique? C'est une question qu'on vous propose de traiter ensemble. On a considéré que c'était un sujet d'actualité, avec des impacts sur la société qui sont encore à découvrir. C'est aussi le symbole d'un rattachement entre le monde de l'ingénierie et le monde de la profession de santé. Et c'est ce qui nous a intéressés aussi dans le groupe de polytechniciennes et de polytechniciens dont beaucoup sont là ce soir et je les remercie, que d'essayer de créer un échange avec le monde professionnel en considérant l'école polytechnique comme partie prenante dans ce débat. Donc c'est un peu l'objectif de ces séminaires. Ça s'inscrit dans une approche globale de l'école et évidemment, il y a une personne qui est la mieux placée pour en parler, c'est le président de l'école polytechnique, Éric Labaille. Donc je vais te laisser la parole, Éric. On est vraiment ravis que tu sois parmi nous parce que ça montre l'importance que tu attaches au sujet. Je sais que la santé est un thème que tu aimes beaucoup pour avoir débattu avec toi et aussi vis-à-vis de l'initiative dont tu as été aussi partie prenante. Donc Éric Labaille, président de l'école polytechnique. Merci beaucoup Étienne et bonjour à tous. Très heureux effectivement d'être avec vous aujourd'hui, à la fois sur le sujet et puis sur le fait que le lancement de ce cycle de séminaires est, comme le mentionnait Étienne, le résultat d'un travail collectif des 2 dernières années, puisque c'est à la fois, évidemment, la santé est un des sujets de développement de l'école polytechnique. L'école travaille sur les grands sujets sociétaux et bien entendu la santé en est un, et donc avec beaucoup de perspectives là-dessus, même si de temps en temps on ne s'attend pas toujours à ce que l'école polytechnique soit dans le domaine de la santé. Mais c'est là aussi où le deuxième élément intéressant, c'est qu'en travaillant justement avec Étienne, avec Hervé Dumez également du même laboratoire qu'Étienne, eh bien, quand on regarde la communauté polytechnicienne, une bonne partie est dans la salle, eh bien, on voit que la communauté polytechnicienne est dans tous les secteurs de la santé. Aussi bien dans le domaine académique, dans le domaine de la médecine, on le verra tout à l'heure, dans le domaine de l'assurance, dans le management des hôpitaux, dans les cabinets ministériels, enfin, en gros dans tous les domaines de la santé. Et donc je suis très heureux que justement on s'est dit avec ce groupe de travail d'une vingtaine d'anciens appuyés ou en tout cas pilotés par notre centre de recherche, de se dire finalement comment est-ce que l'école polytechnique à la fois peut évoluer pour s'assurer qu'elle forme et qu'elle recherche dans les domaines qui vont être pertinents pour la santé. Et puis deuxièmement, comment est-ce que la communauté polytechnicienne, aussi dans ses interactions avec tous les parties prenantes du monde de la santé, peut apporter quelque chose qui va apporter sa pierre et faire avancer une partie des sujets de la santé d'aujourd'hui. Et donc c'est toute cette réflexion qui a amené d'un côté donc au cycle de séminaire, puisque quand on a travaillé, on a identifié pas mal de sujets en se disant, on vient d'une école d'ingénieurs, mais dont les disciplines incluent bien entendu aussi la biologie, le management, pas uniquement la partie, je dirais, mathématique et physique, mais toutes ces disciplines d'ingénierie, eh bien, en quoi est-ce qu'elles peuvent apporter quelque chose à la santé? Comment est-ce qu'aussi on peut bien entendu évoluer toutes les questions managériales? Comment est-ce qu'on peut aussi faire évoluer les métiers de la santé? Et on voit que de plus en plus ce lien ingénieur médecine est de plus en plus important, pas uniquement parce que certains étudiants de médecine viennent à Polytechnique ou certains polytechniciens deviennent médecins, mais aussi parce qu'une grande partie des défis sont autour du biomedical engineering et tout ce que l'on fait dans le domaine. Alors justement, peut-être un dernier point que j'aimerais mentionner, c'est peut-être partager avec vous où est-ce que l'école polytechnique en est justement dans son développement autour de la santé, puisque je mentionne évidemment du côté des formations de plus en plus d'interactions de domaines divers. On a aussi ça du côté de la formation d'ingénieurs. On a aussi des formations de master maintenant qui commencent à se focaliser dans des domaines plutôt justement biomedical engineering. On a des formations d'executive education. Et puis bien entendu des formations autour de la data, puisqu'on sait bien que la data, je dirais, dans tous les secteurs. Et donc la data dans la santé, bien entendu. Alors aussi bien sur des parcours d'approfondissement que des masters qui commencent à être de plus en plus spécialisés dans ce domaine. Et là aussi bien au niveau de l'école polytechnique que de l'Institut polytechnique de Paris,
puisque nous avons formé aussi avec 4 de nos collègues qui sont sur le plateau aujourd'hui, l'ENSTA, Télécom Sud Paris et l'ENSAE, bien un institut pour justement développer à la fois la recherche et des formations de graduate school, que ce soit des masters ou des doctorats. Du côté de la recherche, j'aimerais mentionner plusieurs éléments. Bien entendu, Étienne, enfin le CRG, Étienne en particulier, pilote des chaires de recherche justement autour de comment est-ce que le numérique justement peut, change en tout cas, que ce soit les parcours patients, le management des systèmes de santé. Donc là, tout un pilotage, un approfondissement de recherche autour de ça. On a aussi lancé le centre E4H, qui doit être derrière moi, non? Voilà, Engineering for Health. Et Abdoul Barakat, qui le copilote avec Jean-Louis Merny, est dans la salle. Je l'ai vu arriver tout à l'heure. Où est-ce qu'il est, Abdoul? Voilà, il est là. Donc voilà, qui est du labo de mécanique, le LADIX, mais justement pilotant depuis des années, travaillant dans ces domaines qui relient la biologie, la mécanique, l'informatique. Et donc, on a lancé ce centre l'an dernier pour justement faire avancer la recherche et du coup la formation associée sur ces éléments biomedical engineering, sur lesquels on a déjà un track record, mais on veut absolument l'emmener au plus haut niveau mondial avec une visibilité, un rayonnement justement très important. Et puis le Paris-Saclay Cancer Cluster, qui est aussi une initiative dans laquelle on est partie prenante, avec Gustave Roussy, avec Paris-Saclay, donc l'Université de Paris-Saclay, avec l'INSERM, et puis avec Sanofi, bien sûr. Donc tous les 5, on a lancé ça il y a 1 an et demi, et on en parlera tout à l'heure de façon plus importante, mais qui nous a semblé aussi très important, en tout cas de vue de Polytechnique et l'Institut Polytechnique de Paris, comme étant, l'idée étant d'avoir un cluster autour de l'oncologie, je dirais aussi vibrant qu'est le cluster de Boston, sachant qu'on a une réputation de notre recherche académique qui est absolument top-notch, mais qu'on veut absolument transformer en innovation au service des patients, au service de la société, de façon encore plus importante que ce que l'on fait aujourd'hui. Et donc là, chacun amène une brique pour développer tout ça. Donc juste pour donner aussi une perspective, que moi, l'école Polytechnique aussi et l'Institut Polytechnique se transforment, approfondissent leurs avancées dans ces domaines, et qui conduit à de la formation, à de la recherche, et aussi, je mentionne l'innovation. Le Paris-Saclay Cancer Cluster sera une source d'innovation. On a déjà aujourd'hui à l'incubateur de l'X pas mal de start-up qui sont dans la santé, que ce soit du domaine de la data, ou aussi tout simplement du domaine justement de la medtech. On a plusieurs start-up qui sortent du LADIX autour d'éléments de matériel technique pour le médical, ou aussi des domaines donc, dans la biologie. Donc voilà, pour simplement partager avec vous la dynamique qu'on a enclenchée depuis plusieurs années, qu'on essaye d'accélérer justement aujourd'hui. Et le groupe de travail qu'on avait avec nos anciens en fait partie, et comme une source justement d'inspiration pour nous guider. Et puis ce cycle de séminaires, c'est là où je conclurai, est aussi une façon d'interagir, d'apporter justement des perspectives des anciens, de la recherche, et justement de toutes les parties prenantes pour se dire comment est-ce qu'on peut vraiment en fait accélérer notre impact, accélérer nos développements. Et c'est pourquoi aussi aujourd'hui on aura des débats très intéressants et qui nous guideront justement. Cette série de séminaires va pas uniquement nous permettre de débattre, mais aussi nous guider dans des domaines d'approfondissement sur lesquels il faudra qu'on agisse, que ce soit donc formation, recherche ou innovation. Voilà, je tenais à remercier bien sûr Étienne d'avoir été à la manœuvre depuis le début, et puis tous les anciens, une bonne partie sont dans la salle, qui ont contribué dans ces discussions et qui, je sais, vont continuer à contribuer dans des discussions ou dans des panels. Et puis, bien entendu, tous les panélistes qui sont là aujourd'hui pour nous permettre d'avancer. Et bien sûr, vous tous, n'hésitez pas après, je pense qu'il y aura des interactions pour justement réagir sur les discussions, et pour vous dire que tout ce qui sera discuté va être, je dirais, utilisé dans le sens de nous aider à nous faire avancer pour continuer à avoir l'impact maximum dans le domaine de la santé et façonner la santé de demain. Voilà, donc merci à tous les participants, merci à tous, et puis bien maintenant, très bonne soirée de discussion que nous allons écouter avec attention. Donc on va passer à la présentation. Quelques mots quand même sur les séminaires à venir, très rapidement, pour vous dire qu'il y a une suite. Donc le 28 juin matin, nous aurons un thème à l'Académie de médecine sur l'impact de la prévention et du big data sur la couverture assurantielle en santé. Vous savez que c'est évidemment
un sujet de préoccupation. Donc Éric Carrel, CEO de WeThink, sera parmi nous avec Éric Chenu, le président de la Mutualité française, et Thierry Martel, CEO de Groupama, qui est membre de cette initiative. Nous aurons aussi une réunion en octobre. La date n'est pas encore totalement fixée, mais par contre le thème est déjà arrêté sur le rôle des modèles prédictifs pour les risques épidémiques, incluant le Covid. Nous recevrons Antoine Flao de l'Institut Global de Genève, et nous aurons comme discutant Joël Barral, qui a un rôle important chez Google, Stéphanie Combe du Health Data Hub, qui est présente, je la remercie ce soir également, et Benjamin Garel, également présent. Je ne sais pas où il est, Benjamin, oui, tu t'es mis un peu plus loin, qui expliquera son expérience aussi en tant que DG du CHU de la Martinique dans l'utilisation de ces modèles prédictifs lors de la crise Covid. Nous aurons d'autres événements et on sera ravis d'échanger avec vous. Mais j'en viens maintenant à la première session ce soir. Donc c'est un thème qui a été retenu à l'unanimité parce qu'il est un thème absolument passionnant. Sur l'identification des risques en oncologie et la possibilité de faire une interception personnalisée. Je fais attention aux mots que j'utilise parce que je sais que Suzette est assez attentive à ce qu'on précise l'intitulé. Donc je suis évidemment ravi parce que je travaille à l'École Polytechnique, je connais très bien Gustave Roussy, j'ai la chance de connaître Suzette Delaloge et Fabrice André qui vont présenter. Suzette Delaloge, alors ce sont des gens que j'ai beaucoup de respect et d'estime, et à chaque fois que j'interagis avec eux, je me pose une question, c'est comment ils font dans leur emploi du temps. Parce que Suzette, quand je t'ai contacté, tu avais une consultation avec 31 patients, tu préparais plusieurs meetings parce que tu es présidente de la section ESMO sur cancer du sein, tu portes le projet Interception, je devine que tu as d'autres sujets avec l'assurance maladie, on en parlait à l'instant, donc c'est évidemment très impressionnant. Et quant à Fabrice, Fabrice, il a la gentillesse d'être parmi nous ce soir parce qu'il arrive de Boston. Donc il est président de l'ESMO. Je risque d'en oublier parce qu'il a un CV qui est long comme le bras. C'est un des chercheurs en oncologie les plus reconnus dans tous les rankings internationaux à l'heure actuelle. Alors si tu me permets, Fabrice, il a une qualité particulière, c'est qu'il supporte un club qui ne gagne pas souvent. Alors je sais que ça le rend, je prends des risques en disant ça, mais ça le rend d'autant plus sympathique, je trouve. Donc merci aussi pour cette raison d'être parmi nous. Et nous avons deux discutants de grande qualité. Nous avons Emmanuel Bachy, qui est responsable du département onco-hématologie aux Hospices civils de Lyon, qui est un des oncologues de pointe en onco-hématologie. Et Alexis Ernaud, qui est responsable d'une start-up, on dit encore start-up, mais tu n'es pas loin de la licorne. Quand on regarde sur Google les classements, je me suis amusé cet après-midi, tu es très haut classé avec la start-up que tu as fondée il y a maintenant 10 ans, c'est l'anniversaire cette année, Calmedica. Emmanuel et Alexis sont deux membres de notre groupe et donc seront discutants. Donc j'appelle les quatre, si vous voulez bien, personnes à venir sur la table. Je voudrais dire juste un dernier point pendant que vous installez. Venez vous installer, il n'y a pas de... il peut y avoir un questionnement avec un si beau plateau sur le caractère très pointu des débats et éventuellement une inquiétude que j'ai eue. Je me suis dit, mais est-ce qu'on va avoir des intégrales et des sujets où on va vite être débordé ? Je sais que nos intervenants sont tout à fait capables d'être dans la vulgarisation. Il n'y aura pas d'intégrale de Wallis, je vous promets. C'est le but aussi dans ces soirées, c'est de pouvoir échanger. Donc on aura un topo de Suzette, je vais lui laisser la parole dans quelques secondes, de 30 à 40 minutes. Prends ton temps, Suzette, parce que c'est une histoire absolument passionnante. On aura ensuite, Fabrice, si tu veux intervenir à tout moment, évidemment. Et puis nos deux discutants pour lancer la discussion. Il y aura débat avec la salle et pour terminer, puisque Éric Labaille l'a rappelé, le but c'est aussi de faire l'interaction avec tout le monde. On aura un cocktail au rez-de-chaussée, donc on vous guidera après la fin de la session qui permettra de continuer les échanges. On ne l'a pas fait exprès, mais c'est la plus belle journée de la saison, donc ça tombe bien par rapport au choix de la destination et du lieu. Suzette, à toi et merci encore.
Un grand merci. Merci infiniment de m'accueillir et d'accueillir cette discussion qui, évidemment, nous passionne et change un peu la vision qu'on peut avoir du futur de la santé, enfin au moins en oncologie. Et c'est un grand honneur pour moi d'être là et un peu intimidant, je dois dire aussi, mais je devrais y arriver quand même. Alors, en fait, comme je suis trop grande, je vais mettre devant. Non, je plaisante. En fait, là, je verrai mieux mes diapos, sinon c'est un peu compliqué et vous me voyez quand même. Et donc, on va commencer cette présentation. Il y a pas mal de concepts, mais je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire, d'où on en est de l'histoire. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à en tirer sur qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on peut faire demain. Ah oui, ça va être compliqué pour vous de voir. En fait, la vision de la carcinogénèse, c'est-à-dire comment un cancer devient un cancer, est en train d'être complètement revisitée. C'est-à-dire que depuis très longtemps, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des carcinogènes, donc le tabac, l'alcool, le soleil, qui créent des mutations dans les cellules, et ensuite les cellules accumulent des mutations et deviennent des cancers. Ces mutations de l'ADN, et la cellule devient cancéreuse comme ça. Et en fait, ce qu'on a réalisé dans les dernières années, c'est que ça ne se passe pas exactement comme ça, parce qu'on a beaucoup de mutations dans nos cellules normales qui ne vont jamais devenir des cancers, ça vous le savez déjà. Mais il faut surtout qu'il y ait un environnement cellulaire qui soit permissif. Il ne suffit pas d'avoir une cellule qui acquiert et qui accumule des mutations, il faut également que l'environnement local, régional, voire de l'ensemble du corps soit permissif. Et donc on a des très très jolies descriptions récentes. Je suis désolée, ça va être tout petit pour vous, on ne va pas regarder les détails de comment des mutations apparaissent de façon absolument physiologique, peuvent s'accumuler, devenir des clones sous l'effet des carcinogènes. Donc les carcinogènes peuvent induire des mutations. Les mutations peuvent venir seules, parce que naturellement on en fabrique, mais les carcinogènes, la pollution, le tabac, etc., induisent également des changements du micro-environnement, c'est-à-dire de l'immunité, de l'inflammation, du microbiote intestinal qui vont interagir avec le tissu pour que le cancer soit fabriqué. Et en fait, ça, on était d'une naïveté extrêmement impressionnante de penser avec nos hypothèses uniquement génomiques des cancers. Et donc ça a des implications intéressantes, c'est-à-dire qu'on peut identifier des états précancéreux, pas seulement par la génomique, mais aussi par le fait qu'un tissu est en train de devenir soit est le siège d'un cancer en cours de fabrication, soit un tissu est permissif au cancer. Et donc on a des champs d'action dans le futur qui sont extrêmement intéressants, avec beaucoup de possibles. Donc ça, c'est juste pour vous dire que depuis 2015, on sait que dans les tissus normaux, on a plein de mutations, et l'endroit où il y en a le plus, probablement dans le corps, c'est les paupières. Et donc on voit, ça c'est la représentation des clones mutants dans 1 cm² de peau normale de paupières. Et la plupart des gens ne vont pas faire des cancers des paupières, vous êtes d'accord avec moi. Donc il y a beaucoup de mutations partout. Plus on vieillit, plus on en a. Et donc il va falloir avoir ces mutations, plus un environnement permissif ou un carcinogène. Et par exemple, on vient de démontrer dans un très beau papier dans Nature, il y a des petits bugs que les particules fines induisent la carcinogénèse à partir de mutations qui existaient déjà dans des cellules normales au niveau du poumon chez les gens qui ne sont pas fumeurs, par exemple. La mise en page a légèrement sauté, mais bon. Et donc globalement, les tumeurs font partie intégrante du système étendu de l'organisme hôte, on appelle ça. Il faut un système hôte permissif. Et donc c'est une balance qui va se dégrader à un moment donné et qui va être favorisée par certains facteurs, donc les carcinogènes, mais aussi l'alimentation, le tabac, l'inflammation, l'alcool, etc., des désordres métaboliques. Voilà. Bon, ça, je ne vous apprends rien en disant qu'il y a un impact épidémiologique important de facteurs qui sont non génétiques aujourd'hui. Dans les cancers, on les connaît quand même pas mal. En premier, évidemment, on a le tabac, qui est un pourvoyeur absolument majeur de cancer chez les hommes et beaucoup chez les femmes. On a l'alcool, évidemment. On a les polluants, on a des expositions à un certain nombre de carcinogènes autres, le soleil qui a un petit rôle, etc. Et en fait, pour chacun de ces facteurs de risque, on a pu identifier des mécanismes de carcinogènes non génomiques. Donc ça, c'est relativement nouveau, ça a émergé dans les dernières années. On a pu montrer qu'un certain nombre de ces facteurs, tabac, alcool, alimentation, obésité, etc., étaient capables d'induire des problématiques de micro-environnement dans le tissu
qui vont rendre le cancer possible. Et donc ces mécanismes... Oh, ça a vraiment sauté, dommage. Ces mécanismes sont vraiment bien décrits dans des publications très récentes et importantes. Et on voit qu'en fait, un même carcinogène, par exemple le tabac, toujours cet exemple, par exemple les polluants, les particules fines, peut à la fois créer des mutations et peut également créer un environnement permissif, une inflammation, un déséquilibre immunologique, un déséquilibre du microbiote qui va permettre l'arrivée du cancer. L'intérêt, c'est qu'en fait, et là, on va voir que c'est un peu parfois difficile de distinguer la poule de l'œuf. On a montré aussi qu'un certain nombre de ces facteurs sont réversibles. Par exemple, les syndromes dysmétaboliques, c'est-à-dire une obésité avec un diabète, l'obésité abdominale, etc., sont associés au risque de développer un cancer du pancréas avec le vieillissement. Et ce qui a été montré, c'est que si on fait régresser le syndrome dysmétabolique, on a un risque de cancer du pancréas qui devient moindre. Donc il y a une interaction entre la carcinogénèse et l'hôte, et il y a un certain nombre d'actions qu'on peut avoir. Donc c'est assez intéressant en termes d'intervention. Et donc il est possible d'identifier aussi par ces nouveaux marqueurs la carcinogénèse en cours pour avoir une action. Et on est en train de développer énormément de choses qui sont des biomarqueurs qui vont non pas identifier des anomalies génétiques dans le sang circulant, etc., mais des anomalies de l'environnement. Évidemment, on n'abandonne pas l'identification des anomalies génétiques, on est d'accord. Voilà. Et donc, il va être possible de réverser, mais il ne faut pas se tromper, parce qu'assez régulièrement, en épidémiologie et en oncologie, enfin dans la médecine en général, on peut se tromper, savoir quelle est la poule de l'œuf. Est-ce que c'est l'inflammation qui crée le cancer ou le cancer qui crée l'inflammation ? La question est très récurrente. Et évidemment, après, si on supprime la poule, on va supprimer l'œuf, mais si on supprime l'œuf, la poule va refaire des œufs. C'est vraiment idiot, mais en fait, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire on s'est trompé énormément en oncologie. On a des grosses démonstrations d'erreurs énormes. C'est-à-dire, par exemple, on a dit que les gens qui avaient une alimentation riche en vitamine A développaient moins de cancer. On a bourré des populations de vitamine A et on a augmenté les risques d'un certain nombre de cancers. Et donc, il faut vraiment faire très attention. Sur nos interventions, elles doivent vraiment tenir compte non seulement des observations, mais de la mécanistique physiologique de la carcinogénèse. Voilà. Néanmoins, il y a pas mal d'interventions qui sont très prometteuses, qui sont en développement, et beaucoup d'entre elles sont des interventions qui peuvent être assez précoces et qui vont viser à diminuer l'inflammation, modifier et relancer le système immunitaire. Évidemment, les vaccinations pourraient être très intéressantes dans ce sens, etc. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que le futur, c'est identifier des personnes qui sont à risque de développer un cancer grâce à des biomarqueurs à un temps donné et être capable de réverser le développement de ce cancer. Et donc, on a déjà quelques exemples. Et à Gustave Roussy, par exemple, on a des chercheurs, donc Laurence Wittevogel, qui travaillent sur l'ensemble de ces mécanismes pour la carcinogénèse des cancers du poumon induits par le tabac. Et on s'est aperçu qu'on était capable, chez les personnes qui sont en train de développer un cancer du poumon, d'identifier des anomalies diverses. Par exemple, ils ont de l'hématopoïèse clonale, donc ce sont des anomalies. Ils ont des défects ou des déséquilibres immunitaires. Ils ont une dysbiose, c'est-à-dire leur microbiote est altéré, ou certains ont des anomalies métaboliques. Et en fait, chacun a des profils un peu différents. Et en fait, à partir de l'analyse algorithmique de ces différents profils, on est capable d'isoler des profils de personnes dont on identifie qu'ils sont à risque de développer un cancer, mais pour lesquels on a, a priori, une intervention potentielle, si on ne se trompe pas entre la poule et l'œuf. Voilà. Et donc là, on a eu un financement européen pour avancer là-dessus, confirmer ces profils et créer les premiers essais cliniques où on va identifier des gens qui sont en train de fabriquer un cancer qu'on ne voit pas encore, parce que vraiment, il y a des anomalies majeures qui disent le cancer est en train de survenir, et proposer des interventions pour voir si on est capable de faire réverser le cancer. Donc notre vision du futur, c'est un peu ça. Évidemment, le développement des médicaments d'immunologie, ça va nous aider énormément parce que ce sont des candidats absolument majeurs pour certains cancers comme le poumon. Pour d'autres cancers, comme le pancréas, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des solutions potentielles. Et donc les objectifs de la prévention et du dépistage, c'est ça. En fait, si on regarde l'évolution clonale des cancers,
c'est petit à petit, il y a une défaillance des mécanismes de l'hôte et un hôte permissif au développement du cancer. La prévention primaire, c'est empêcher la survenue d'un cancer, soit au stade d'initiation, soit au stade de promotion. En fait, il peut y avoir des cellules qui sont déjà cancéreuses, mais on va les empêcher de se développer. Il peut y avoir du tissu en cours de cancérisation, on va l'empêcher de devenir un vrai cancer, etc. Donc ça étend le champ des possibles de la prévention primaire et ça la revisite vraiment par rapport à ce qu'on pensait avant. La prévention secondaire, c'est le dépistage, c'est-à-dire détecter tôt. Et ça étend là aussi le champ de la détection. On peut détecter tôt un cancer ou on peut détecter tôt un cancer en train d'arriver ou qui va peut-être arriver. Voilà. Et donc notre vision, c'est qu'en fait, il est important de changer en partie, en tout cas, la prévention des cancers telle qu'on l'a appréhendée dans les 50 dernières années. Donc la prévention que moi j'appelle 1.0, c'est population générale, des grands messages, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il faut bien manger, il faut faire du sport, il faut se vacciner HPV, etc. Et évidemment, c'est très important, parce que ça va permettre d'être le moins exposé possible à des facteurs de risque, ça reste absolument majeur. Néanmoins, on va quand même être exposé à des facteurs, on aura tous de la génétique, de l'environnement, il y a des gens qui fument, l'alimentation, elle n'est pas forcément très bonne, et donc à un temps donné, les gens ont quand même un risque de cancer. Et donc la prévention actuelle, malheureusement, elle est un peu en panne parce qu'on voit que le modèle convient de moins en moins à la population. Elle n'est pas assez personnalisée et les rapports bénéfices-risques individuels ne sont pas suffisants. Et donc les personnes se détournent du dépistage du cancer du sein. Le taux de participation chute, on est à 47% de participation. Le colorectal, c'est très bas, etc. La vaccination HPV, on a du mal à faire prendre. Faire arrêter le tabac, c'est quand même assez compliqué. Et d'autre part, cette prévention est très fragmentée. C'est-à-dire qu'il y a un professionnel qui fait le dépistage du cancer du sein, c'est le radiologue. Si la femme a 12 facteurs de risque, elle fait 120 kilos, le radiologue ne va pas prendre ça en compte. Il va faire que sa mammographie et pas donner d'autres messages de santé. Donc on a un petit peu de problème de fragmentation des parcours de soins. Il n'y a pas de parcours de prévention réel en France. Les médecins généralistes sont censés s'occuper de la prévention et n'ont aucun outil, pas forcément des formations très adaptées maintenant et pas le temps parce qu'ils sont en nombre insuffisant et très occupés par plein d'autres choses. Et donc notre vision, c'est qu'en complément de cette prévention en population générale, il faut apporter demain une prévention plus individualisée et stratifiée. En particulier, à un temps donné, vous et moi, on va avoir un risque de cancer. Et ça sera bien qu'on soit pris en compte avec le risque qu'on a à ce moment-là pour essayer, plus que chez quelqu'un d'autre, si on est plus à risque d'empêcher le cancer de survenir. Et l'idée, c'est aussi d'être plus actif, plus participatif, d'avoir un rapport bénéfice-risque individuel plus important. Et évidemment, d'être plus digital, de réinventer des parcours qui soient plus compatibles avec nos formats de vie actuels et la sociologie actuelle. Et il y a aussi le One Health, l'équité. Globalement, on a des choses qui répondent à pas mal de ces problématiques. Alors évidemment, il faut la personnalisation, c'est en premier lieu le fameux universalisme proportionné, bien sûr. C'est qu'il faut que chacun ait une prise en charge et une prévention qui soit adaptée à sa situation. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette problématique de justice. C'est-à-dire sur le plan médical, globalement, aujourd'hui, on sait que les gens ont des risques de cancer qui sont très différents à cause de la génétique, à cause de leurs expositions endogènes, exogènes. À un temps donné, on a un risque différent du voisin. Il y a des gens qui vont développer certains cancers et d'autres. Ah, ça a vraiment changé. Bon, c'est pas grave. C'est bleu, mais. Et donc voilà, chacun a un risque un petit peu différent. Et donc globalement, il y a tout un champ et il y a eu beaucoup de publications dans les dernières années. En particulier pour le dépistage et la prévention, c'est plus émergent, de dépistage précoce assez personnalisé. Et donc l'idée, ça a beaucoup émergé dans le cancer du sein, c'est à un temps donné, on estime votre risque de cancer dans les 5 ans qui viennent et on va vous proposer un dépistage qui va être adapté à ça. Faire plus de dépistage, moins de dépistage ou des outils plus performants selon votre profil. Mais il y a des enjeux assez compliqués là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que c'est délivrable ? Est-ce que c'est applicable ? Quel niveau de preuve il faut ? Comment on évalue le risque ? Est-ce qu'on ne risque pas de se tromper ? Est-ce qu'on ne risque pas de faire en sorte qu'il y ait des gens qui ne fassent encore moins et d'être très inégalitaires, etc. Donc il y a toute une roadmap
assez complexes à mettre en place. Mais globalement, donc, la vision, c'est que la prévention des cancers, ça devrait être vers la personnalisation, et qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, si on regarde, on est capable, chez 40% des gens qui développent un cancer, on aurait été capable 5 ans avant d'identifier des gens à très haut risque et de changer la prévention et le dépistage chez eux et potentiellement d'avoir une action, même sans interception compliquée, rien qu'avec les moyens actuels. Comment on identifie les risques ? On utilise de la génétique, et pas forcément de la génétique constitutionnelle avec des mutations à très haut risque, on va y revenir. On peut utiliser de la génétique, on peut utiliser des analyses des expositions des personnes, on peut utiliser des marqueurs tissulaires, c'est-à-dire des lésions précancéreuses, ou bientôt, on a dit, des marqueurs circulants qui permettent d'identifier les situations, et avoir des calculateurs de risque composites. C'est pas joli cette mise en page. Alors, pour la génétique, je vais juste vous dire un petit rappel génétique assez basique. Dans la génétique, il y a les maladies monogéniques. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un seul gène malade pour avoir la maladie. La mucoviscidose, il faut avoir c'est une maladie récessive, donc il faut avoir les 2 allèles malades, mais un seul gène. Dans le cancer, en fait, il y a des prédispositions, c'est un seul allèle malade qui suffit à avoir la maladie. Les coronaropathies, par exemple, ça n'a rien à voir. Et le cancer, il y a aussi quelque chose qui n'a rien à voir, qui sont des maladies complexes et qui vont être liées non pas à une anomalie génétique prédisposante forte, mais à pas mal de polymorphismes. C'est-à-dire qu'il y a plein de sites de l'ADN qui ont des petites anomalies pas graves en soi, mais l'agrégation d'un certain nombre de ces anomalies va conduire à un profil de polymorphisme qui peut augmenter les risques de cancer. Et donc ça, c'est des analyses à très grande échelle, ce qu'on appelle les GWAS, qui ont été conduites dans les 15 dernières années sur des centaines de milliers de personnes qui, petit à petit, ont identifié des profils de polymorphisme liés à des maladies. Et donc les polymorphismes, c'est des variations très fréquentes. C'est à peu près une base sur 1000 dans le génome humain. Ça fait à peu près 4 à 5 millions de variations. C'est hyper fréquent. Et en fait, un polymorphisme en soi, en général, sauf cas exceptionnel, ça ne donne pas de risque particulier de maladie. Mais un score de polymorphisme, ça permet de donner un risque relatif. Et ça peut être assez intéressant. Et donc, c'est un score par rapport à la moyenne de la population. Donc, si on a un score de polymorphisme à 0,75 pour cette maladie, on a 25% de risque de moins que la moyenne. Si on a un score à 10, on a 10 fois plus de risque que la moyenne. Et ça marche franchement pas mal. Pourquoi on ne l'utilise pas encore ? Est-ce qu'il faut démontrer que ça marche, que c'est utile et que ce n'est pas dangereux et que ça ne va pas conduire les gens à être très inquiets ou au contraire être très rassurés ? Et parce que c'est de la génétique, ça ne définit pas tout. C'est-à-dire, il y a plein de cancers qui sont liés à bien d'autres choses que la génétique. Et parce que c'est aussi un peu réversible. C'est-à-dire, si on a un mode de vie parfait, même en ayant un score de polymorphisme à haut risque, on ne va pas forcément développer de cancer. Et la dernière chose, c'est que parce que ça donne une évaluation au cours de la vie, alors qu'en fait, ce qui parle aux gens pour modifier leur comportement, les sociologues depuis longtemps le savent, en gros, notre champ, c'est un petit peu comme en politique, notre champ d'action visé et ce qui va nous motiver pour changer quelque chose, c'est à peu près 5 ans. Au-delà de 5 ans, le cerveau des humains occidentaux a beaucoup de mal à se projeter pour se motiver à faire des actions qui pourraient les conduire à un impact au-delà de 5 ans. Et donc, globalement, ça va être plus intéressant d'évaluer à un temps donné le risque de quelqu'un dans les 5 ans qui viennent, en utilisant ces polymorphismes, mais aussi les autres facteurs qu'il a à un temps donné, que vous dire à 20 ans, voilà votre risque, enfin, comme dans les films de science-fiction, ça ne marche pas. Et donc là, il y a une étude très récente, assez intéressante, qui a modélisé l'impact d'une utilisation large des scores de polymorphisme seuls dans la population générale. On ne voit pas bien. À gauche, c'est dépistage du cancer du sein, au milieu, la prostate, et à droite, le colorectal. Et en fait, en vert, c'est les décès qu'on éviterait, les décès par cancer qu'on éviterait. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de décès par cancer qu'on éviterait si on évaluait les scores de polymorphisme de tout un chacun. Et peut-être on ferait du surdiagnostic, c'est-à-dire on trouverait des cancers qui finalement, on ferait trop de dépistage, on trouverait du cancer chez des gens pour lesquels le cancer n'aurait jamais évolué, et c'est typiquement le problème du cancer de la prostate. Et donc ces polymorphismes tout seuls, c'est bien, mais c'est pas passionnant. Et donc du coup, on a, dans les dernières années, eu beaucoup de travaux pour intégrer ces polymorphismes dans des scores qui contiennent aussi d'autres facteurs de risque.
Et donc, par exemple, pour le cancer du sein, c'est l'histoire familiale, l'âge, bien sûr, des facteurs, des sortes de biomarqueurs qui sont la densité des seins en mammographie, les antécédents de biopsie, etc. Et à partir de ça, on arrive à élargir nos courbes et à être beaucoup plus discriminants sur des personnes qui seraient à haut risque ou très haut risque et des personnes qui seraient à beaucoup plus bas risque. Vous voyez, sur la courbe de droite, c'est au cours de la vie, sur la courbe de gauche, c'est dans les années qui viennent. Alors, juste un petit mot pour dire que tout ça, ça a été beaucoup de développement. C'est 20 ans de travail à partir de très grandes bases de données, anglaises, américaines, européennes en général, etc. Et intégrer ces scores, c'est des centaines, des milliers de publications. Et finalement, tout récemment, en fait, se développe une approche radicalement différente, qui est l'analyse d'images, très originelle, en intelligence artificielle. Et en fait, on s'aperçoit, et c'est vrai pour le sein et c'est vrai pour le poumon, qu'en faisant l'analyse d'images de la mammographie à un temps donné, et là on a 3-4 publications de très bon niveau, on est capable de prédire le risque de cancer dans les 5 ans qui viennent aussi bien, voire mieux, parce que là on voit les vers sous la courbe qui sont légèrement mieux. À droite, c'est le poumon. Ça a été publié tout récemment à partir de l'analyse d'un scanner. À gauche, c'est la mammographie. Vous voyez que c'est un peu moins bien que le poumon. Mais globalement, on est plutôt mieux que les scores classiques, juste avec une analyse d'image. Donc là, on est en cours de... Enfin, c'est pas nous, mais de confirmation de ces données, mais c'est quand même assez intéressant. Et peut-être que ça va complètement changer les choses, c'est-à-dire identifier les risques. Peut-être demain, ça sera beaucoup plus simple à partir d'une analyse d'image. Et après, des biomarqueurs sanguins circulants, etc., qui permettraient d'avoir des actions concrètes. Voilà. Donc le futur est en train de changer avec ça. À partir de ça, donc, il faut qu'on construise comment on va délivrer ce soin, ce parcours de santé qui est de la prévention personnalisée. Et donc, il faut faire la preuve que ça marche, faire la preuve que c'est recevable, que prospectivement, c'est quelque chose qui est fiable, mais aussi de comment il faut le faire, comment il faut l'implémenter, comment est-ce qu'on ne va pas construire une médecine de riches et complètement se détourner d'une population qui n'aura pas les moyens ni la motivation de s'occuper de sa santé. Et donc, on a une grande étude en cours qui se termine, qui arrête bientôt ses inclusions, qui est une étude qui a été financée par l'Union européenne et que j'ai coordonnée, qui compare dans 6 pays européens. C'est Unicancer qui est le lead sur cette étude. Dans 6 pays européens, on compare un dépistage standard pour les femmes pour le cancer du sein entre 40 et 70 ans. Dépistage standard, c'est tous les 2 ans à partir de 50 ans, versus un dépistage en fonction du risque individuel, pour voir si ça marche, si c'est recevable, etc. Comment on mesure le risque individuel ? On fait un test salivaire pour faire le score de polymorphisme. On prend l'histoire familiale, les variables cliniques, etc. On fait le score agrégé. Si les femmes sont à faible risque, on ne fait pas de mammo avant 4 ans. Si elles sont à risque moyen, on fait des mammos tous les 2 ans. Si elles sont à risque élevé, on fait des mammographies tous les ans, voire des IRM. Voilà. Et donc on aura la réponse dans 4 ans. On vient de dépasser les 50 000 inclusions, on va s'arrêter à 56 000. Et il nous faut un petit moment avant d'avoir les réponses, mais on a déjà pas mal d'idées de comment c'est implémentable, etc. Et ce n'est pas si simple en fait. Et un des enjeux, je voulais en profiter pour dire que ce parcours, on l'a créé comme entièrement digital. Il est dans 6 pays. Il était au Royaume-Uni, en France, donc en Belgique, en Italie, en Espagne et en Israël. Et le digital a été absolument crucial et ça va forcément être un outil majeur. Mais il y a besoin d'une communication avec des professionnels de santé qui soient adaptés à cette communication de risque, etc. Et on a vu que c'était un enjeu important et qu'on avait du mal à avoir des professionnels de santé qui soient bien capables de communiquer ces enjeux de risque. Et donc voilà, notre web plateforme a fait circuler beaucoup de données. Avec le GDPR, c'est compliqué, etc. Juste un petit mot pour dire quand je vous ai dit qu'il y avait plein de choses non génomiques, mais le génomique, les altérations de l'ADN en particulier, ça reste très important. Et il y a pas mal de tests qui se développent, qui sont des tests sanguins circulants, d'analyse de l'ADN circulant, en particulier avec de la méthylation de l'ADN, qui semblent assez intéressants pour dépister tôt certains cancers qu'on ne sait pas dépister autrement. Et donc là, c'est la sensibilité d'un de ces tests, le test GRAIL, qui est le plus avancé dans son développement. Et si vous regardez, par exemple, en jaune, c'est le cancer du sein, la sensibilité est nulle. Pour le cancer du sein, ça n'a aucun intérêt. Par contre, tout à droite sont des cancers graves et rares qu'on ne sait pas dépister autrement. Donc ça va du pancréas au cancer hépatique éventuellement.
l'œsophage, etc. Et donc ça pourrait avoir un intérêt dans ces cancers qui ne sont pas moins servis par les dépistages actuellement. Voilà. Donc c'est quoi l'interception des cancers ? On y revient, c'est un mélange de détection précoce et de proposer une intervention qui va empêcher le cancer de survenir. L'idée, c'est de diminuer l'incidence de cancer de stade avancé. Et donc, c'est ce qu'on est en train de construire. Et donc, c'est Minority Report. On va arrêter les coupables avant que... J'aime bien cette métaphore. Bon, même si le film est un peu... Bon, ça permet de voir Tom Cruise pendant 2 minutes. Ça te change de ton besoin. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, un des enjeux, c'est d'identifier des biomarqueurs pour cibler la prévention. Donc, détecter précocement, c'est bien, mais derrière, il faut savoir quoi faire. Parce que si on détecte précocement un cancer, par exemple, on vous dit que vous avez un cancer du pancréas, mais on ne le voit pas à l'imagerie, c'est compliqué, on ne sait pas quoi faire, donc il faut absolument avoir des actions derrière. Et donc, il faut des biomarqueurs qui soient ce qu'on appelle, nous, actionnables. C'est un drôle de mot. C'est-à-dire qu'on puisse en faire quelque chose, proposer un traitement, etc. Et donc, là encore, il y a plein de points de vue dans la littérature qui nous disent ça. C'est important de réfléchir différemment et développer des tests de dépistage qui, en même temps, identifier les risques, développer des tests de dépistage et en même temps avoir des solutions à proposer derrière qui ne soient pas que chirurgicales. Oh non, ça a complètement changé mes couleurs. Tout est bleu. Et donc, on a créé, pour construire tout ça, on a créé un parcours de santé. Et donc, l'idée, c'est de voir est-ce qu'on est capable, en France, de créer un parcours de santé qui va aller en ville, dans la population générale, identifier des personnes qui le souhaitent et qui sont à un risque élevé et permettre à ces personnes d'accéder à un meilleur dépistage, une meilleure prévention dans le futur. Et donc, on a créé, pour en finir avec la fragmentation, on a créé ce nouveau parcours qui est très largement digital, mais qui a quand même une assise concrète et physique. Et donc, les personnes sont identifiées soit par elles-mêmes, si elles veulent, soit par leur médecin traitant. L'idée, c'était que ça soit basé sur les médecins de ville, médecins généralistes, qui demandent des outils d'identification des personnes. Et les personnes nous sont adressées pour une journée. Donc, à Gustave Roussy, on a monté ça depuis 2 ans. Une journée où on va les former, éducation, très haut niveau d'information dans des ateliers de groupe, que des gens qui sont dans la même situation de risque. Donc certains jours, c'est des gens qui sont à haut risque de cancer du sein, pour des raisons différentes, cancer du poumon, cancer du pancréas, cancer colorectal, des hommes à risque génétique, etc. Et donc les personnes se retrouvent dans des ateliers et des consultations, des examens dans la journée avec des personnes dans la même situation. Éducation, information, choix éclairé. Est-ce que vous voulez arrêter de fumer ? Qu'est-ce que vous voulez faire comme dépistage, prévention, selon les standards actuels, etc. Et après, on a une interface digitale pour délivrer la suite et faire le suivi à long terme. Donc notre objectif, c'est de diminuer de 30% l'incidence de cancer avancé. Et l'idée, c'est par rapport à avant, ce qui change, c'est l'ensemble du parcours. L'ensemble du parcours, c'est identifier les gens à risque, leur permettre de savoir ce qu'il faut faire dans leur cas, les informer dans le futur s'il y a d'autres choses, faire le dépistage, la prévention, mais aussi le 4e pilier, c'est si jamais il y a un cancer ou une suspicion de cancer, permettre une prise en charge très rapide, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Donc c'est une médecine très intégrative où il y a beaucoup de professionnels. Donc pour l'instant, c'est délivré dans des centres anticancéreux. L'idée, c'est qu'à terme, ça soit peut-être différemment. Et c'est une médecine pour les patients, et on en discutait tout à l'heure, assez scientifique, avec beaucoup d'algorithmes, mais on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le self-knowledge ou le self-assessment. Je suis désolée d'utiliser les anglicismes, mais les personnes ont besoin d'avoir en gros des indicateurs, savoir ce qu'on vous dit. Si on vous dit changer tout votre mode de vie, c'est pas recevable. Il faut que vous ayez des choses simples à changer, pas beaucoup, avec des indicateurs. Par exemple, j'en sais rien, si vous avez, on peut analyser la composition corporelle, et les gens vont plus se motiver pour un indicateur de composition corporelle que leur poids, par exemple. Ou si le CO expiré pour le tabac, ça va beaucoup motiver les personnes. Ou quand ils découvrent leur capacité physique actuelle, ils sont un peu effrayés. Donc on utilise ces indicateurs pour les motiver. C'est des leviers intéressants.
Et nous, ça nous donne aussi des cibles actuelles de prévention relativement simples. Et là-dessus, on apporte petit à petit des choses plus complexes. Et donc, on a développé depuis 2020-2021, on a ouvert depuis 2 ans nos parcours, ça marche pas mal. Et on a la chance, grâce à Unicancer, de pouvoir le développer à l'échelle nationale. Donc, on a 10 centres anticancéreux qui vont rentrer dans l'expérience, on va implémenter. Et après, d'autres hôpitaux, on a des hôpitaux privés de Elsan ou des publics qui veulent participer. Oh là là. Les vraies diapos étaient beaucoup plus belles, je suis vraiment désolée. C'est le passage du PC au Mac, je pense. Et donc, on a créé une plateforme digitale qui sous-tend tout le parcours. Ça a 2 avantages. Le premier, c'est que ça permet d'avoir une interface digitale sympa pour les patients. C'est assez centré patient, enfin personne, parce que ce n'est pas des patients. Et le deuxième, c'est que ça crée une database. En fait, les données sont beaucoup rentrées par les personnes et nous, on rentre des données aussi. C'est commun à tous les centres nationaux. Et ça crée une database commune qui est dans un EDS qui va nous permettre de construire encore plus la recherche et qui a un hébergeur national et naturel de tous les projets de recherche futurs qu'on est en train de construire. Donc en gros, on est en train de construire prospectivement un vrai entrepôt avec des données de vraie vie bien faites sur des personnes à haut risque de cancer. Et on a essayé de penser tout pour que ça soit à la fois bien pour les patients, bien pour délivrer les soins, mais bien aussi pour construire la recherche derrière. Et j'espère qu'on a pensé à tout. Et donc, on a pas mal de financements pour ça, dont on a eu un financement de France 2030 pour notre tiers-lieu digital, qui est mix digital et physique, et ville-hôpital. Et donc, ça a pas mal plu, et comme c'est de la prévention, et donc on a essayé d'emmener pas mal d'acteurs. Alors, je voulais juste dire 2-3 mots très rapidement pour finir. C'est qu'en fait, dans tout ça, il va falloir aussi changer un peu la société et nous, les humains. Et en fait, on travaille beaucoup sur le côté cognitif, etc. Mais il faut savoir que nos décisions en santé et dans la vie en général, on ne les prend pas tellement, enfin au boulot aussi, mais sinon, on ne les prend pas vraiment sur un mode cognitif. Et on sait, ça a été beaucoup décrit, que, par exemple, pour comment les gens réfléchissent à propos de leur risque de cancer, ou d'autres, c'est pareil, et des choix à faire en santé, la part cognitive des choix, c'est 25% au plus. Et la part non cognitive, c'est tout le reste. C'est quoi la part non cognitive ? C'est les intuitions, les croyances, l'adhésion, les émotions, et beaucoup maintenant l'identité sociale, on le sait bien. Et donc, c'est assez frappant de voir que des femmes font leur mammographie parce que leur voisine a eu un cancer du sein. Ça n'a aucun sens particulier, mais c'est tout le temps comme ça, tout le temps. Et on arrête de fumer pour des raisons aussi qui n'ont rien à voir avec la logique en général. Voilà. Et donc, on a pas mal d'enjeux. Inventer des nouveaux parcours de santé. On est en train de changer l'oncologie et l'idée, c'est d'amener l'oncologie vers l'anticipation. Et ça change beaucoup de choses. Ça change les modèles, en particulier les modèles économiques. Les modèles de médicaments pour être assez différents. On n'est pas sur des médicaments qu'on va donner pendant longtemps, c'est des interventions courtes. Il faut absolument entraîner l'adhésion à la fois des personnes et des soignants. Et en fait, les soignants qui sont peu formés globalement à la prévention, c'est un vrai problème. On n'a pas de vrais professionnels de la prévention. Moi, je pense qu'il faut revisiter et avoir des professionnels de la prévention. Il faut changer la vision de la prévention. Quand on dit prévention des cancers, tout le monde se sauve en courant. Si on dit maintien de la santé, enfin rester en bonne santé, c'est beaucoup plus audible, on va dire. Il y a tous les enjeux d'équité et d'éthique. Parce que dire que quelqu'un est à risque, évidemment, vous imaginez tout de suite qu'il y a pas mal d'implications éthiques. Et, voilà. Et le modèle économique, il reste à inventer. Pour l'instant, la prévention, ça ne marche pas très bien parce que ça rapporte d'argent à personne, en gros, et ça en coûte beaucoup. Et donc, il y a vraiment un modèle économique à travailler beaucoup, à la fois pour les médicaments, pour le digital, pour les interventions, etc. Voilà. Donc, en conclusion, notre capacité à identifier des personnes susceptibles de développer un cancer est en train d'être décuplée. C'est un nouveau paradigme de l'oncologie. On devrait vraiment améliorer notre capacité de diagnostic précoce et d'interception dans les années qui viennent. Il y a des grandes études en cours et on est fiers d'avoir la première grande étude sur le cancer du sein pour découvrir l'impact de ces stratégies de santé plus stratifiées. Mais par contre, il y a plein de choses à travailler sur les parcours de soins. Les outils digitaux, c'est vraiment un enjeu. Et les médicaments de demain pour accompagner tout ça. Voilà. Merci beaucoup.
Il y avait plein de remerciements. Vous voyez qu'on fait réellement du sport dans notre... Non, on a la chance d'avoir un bâtiment super sympa à part. Je vais laisser la parole à Fabrice pour quelques propos, mais Suzette, juste une question concrète. Si quelqu'un dans la salle, par exemple moi, on a envie de rentrer dans le programme Interception, est-ce qu'on peut... Comment ça se passe concrètement ? En fait, on m'envoie un mail où on va sur Gustave Roussy Interception et il y a un mail. Et en fait, on va vous envoyer un questionnaire pour voir si vous êtes dans une personne à risque particulier. On va vous contacter, discuter avec vous. Si vous êtes à risque particulier, on va vous proposer de rentrer dans le programme. D'accord, donc il faut rentrer sur le... Interception, Gustave Roussy, vous allez trouver tout de suite. Fabrice, tu veux rajouter quelques mots peut-être ? Ouais, mais en fait, on a passé 15 ans dans le même bureau, donc c'est le... 17. C'est le même... Du coup, on a quelques anecdotes communes. Non, en fait, peut-être juste... bon, d'abord, moi, ce que je veux dire, je ne suis pas sûr que tout le monde réalise en fait ce qu'a fait Suzette. C'est-à-dire qu'en fait, Suzette, elle est partie d'un centre anticancéreux où on voyait que des patients en recours pour complètement changer le mindset et créer un centre complètement dédié à ça. Donc, moi, ce que je vais juste faire, c'est peut-être faire ressortir quelques éléments de ce qu'elle a présenté, parce que c'est très complet. Donc, le premier élément, c'est juste pour qu'on... Et c'est le thème, je pense, de la discussion, qu'on visualise tous l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de dire, chez une personne donnée, on veut créer une sorte de jumeau biologique et numérique, d'accord, qui contiennent toutes les dimensions de la biologie. Donc on dit, voilà, c'est quoi la génétique, c'est quoi le métabolique, c'est quoi le microbiota, c'est quoi les cellules natural killers, etc. Et on intègre tout ça pour deux choses, c'est-à-dire, c'est quoi le risque de cancer, et surtout, quand est-ce que ce cancer va survenir ? Et deuxièmement, et c'est ce que tu as présenté sur la diapositive du projet européen, c'est quelle est l'anomalie biologique qui va causer le cancer ? Parce que c'est là-dessus qu'on peut moduler. Donc, ça, c'était le premier point pour en dire c'est quoi le produit final finalement. Donc c'est vraiment des jumeaux biologiques du cancer. Le deuxième élément que moi je voulais appuyer, c'est en fait comment on arrive à ces jumeaux numériques et biologiques. Donc là, il y a deux grandes écoles. Et donc il y a l'école qui dit on a des millions de patients, on appuie sur un bouton et la machine va nous dire ce qui sort. Donc ça, c'est une possibilité et ça a fait ses preuves et c'est très efficace. Nous, on est plutôt d'une autre école, peut-être un peu old school, où on pense en fait que c'est des talents, des individus qui vont étudier chaque composant de la biologie du cancer. Tu vois, par exemple, un spécialiste en cellules qui s'appelle des macrophages, un spécialiste en métabolique du cancer, pour petit à petit intégrer tout dans des jumeaux biologiques et numériques. Je dis ça, c'est important parce que c'est vraiment deux écoles et deux approches de la médecine de précision qui sont extrêmement différentes. Évidemment, qui se réconcilient, on a besoin des deux, mais ce sont deux approches différentes. Après, je voulais juste appuyer sur un élément, parce que Suzette en a parlé brièvement, et qu'il faut bien qu'on réalise, c'est qu'en fait, ce qui se profile à 5 à 10 ans, c'est une prise de sang. Et dans une prise de sang, on va détecter des patients et des patientes qui ont un cancer. Donc il faut vraiment qu'on réalise. C'est-à-dire que, et là-dessus, il y a cette compagnie qui s'appelle Grail, qui a fait quand même une levée de $1 milliard de Silicon Valley pour une compagnie de biotechnologie diagnostique. C'est énorme. Donc il faut vraiment réaliser. C'est aujourd'hui aux États-Unis, il y a des personnes qui commandent un test qui coûte $1 000, qui vont faire une prise de sang et qui ont dit voilà, vous avez une mutation, vous avez un cancer quelque part, mais allez vous débrouiller avec ça. Donc avec tout ce que ça implique, notamment parce que la moitié sont des faux positifs. Donc ça c'était oui, ça c'est le deuxième, ça c'est le petit problème. Ouais. Ensuite, il y avait une question, pareil qu'a mentionné Suzette, que je voulais un peu extraire, c'est que nous on est de plus en plus en train de se poser la question, notamment sous l'influence d'immunologistes, si finalement le cancer, ce n'est pas en aval d'une maladie, de One Health, qui s'appellerait l'inflammation. C'est très important parce que finalement, quand le cancer est déjà là, c'est 40% de mortalité. Par contre, au-dessus, il y a probablement l'inflammation. Et à l'intérieur de l'inflammation, il y a un type de cellule en particulier qui nous intéresse beaucoup, où on a vraiment beaucoup investi, qui s'appelle le macrophage. Et en fait, on peut se poser la question, est-ce que finalement, tous les problèmes qu'on a, au centre, il n'y aurait pas cette cellule-là ? Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'on peut faire plein de choses, mais si à la fin, il y a un nœud
au point de départ, peut-être qu'on peut vraiment agir dessus. Après, j'ai juste quelques éléments, pas beaucoup, je te rassure, Étienne. Le premier, c'est vaccin ARN. On nous pose souvent la question, les vaccins ARN, où ça en est? Alors, le vaccin ARN en prévention primaire, c'est compliqué parce qu'il faut l'épitope et l'ARN à mettre dedans. Donc là, on essaie de lancer un programme, un programme à très très large échelle de séquençage des cancers et de revenir avant, quand la personne n'avait pas le cancer, quelles sont les caractéristiques démographiques cliniques qui prédisent l'épitope. Non pas le cancer du poumon ou le cancer du sein, mais l'épitope à vacciner. Donc ça, c'est un grand projet qu'on appelle d'épidémiologie moléculaire. Et enfin, 2 éléments. Le premier, et c'est très important que les personnes dans la salle écoutent ça, à la fin, c'est qu'une question de talent, les avancées sociétales et médicales. Et aujourd'hui, il y a vraiment besoin que des ingénieurs qui font des technologies, comme disait M. Labaille, de plus en plus, l'ingénierie médicale va apporter un impact énorme au niveau de la détection précoce du cancer. Quand on parle de GRAIL, $1 milliard de levée de fonds, et ils ont trouvé la solution qui est une solution technologique. La solution, ce n'est pas dans les airs ou en divagant, les solutions vont être technologiques. Donc ça, c'est très important et vraiment, il faut que les élèves de Polytechnique vraiment se mettent là-dedans parce qu'il y a des solutions et nous, on voit, quand il y a des élèves d'écoles d'ingénieurs qui arrivent dans nos centres de recherche, ça change tout. Mais vraiment, je ne dis pas ça, on travaille aussi avec des écoles, mais c'est très très important. Et dernier point, et c'est pas du cynisme ou machin, mais moi récemment j'étais dans une commission de grant en Grande-Bretagne, donc c'est des grands financements à des dizaines de millions de pounds, et les mecs ils réfléchissaient sur l'analyse à échelle unicellulaire, haute technologie, les data, l'IA, le machin, pour les NASH. Donc les NASH, c'est des maladies du foie, qui sont des surcharges hépatiques. Et à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, là le monde devient fou parce que on mange trop, et on cherche des solutions très sophistiquées, très technologiques à un problème qui est en fait un problème de société et de régulation. Je suis désolé, nos sociétés ont réussi à réguler un petit peu le tabac. La bouffe doit être régulée et il faut que tout le monde prenne conscience que la prévention du cancer, il y a une solution technologique, mais il y a quand même aussi une volonté de réguler certaines expositions et si on ne régule pas, on va vers la catastrophe. Et ça sera mon dernier point, sur lesquels on essaie d'alerter certains pouvoirs publics. Il y a une catastrophe dans les cancers chez les jeunes. Donc les incidences explosent. Il y a des cancers à 25 ans, il y a des cancers à 30 ans qu'on ne voyait pas avant. On voit ces incidences augmenter, on ne sait pas bien à quoi c'est dû, et on ne voit pas de plateau. Et ça, c'est vraiment une alerte extrêmement importante qu'on essaie de distiller un peu partout où il y a des influenceurs au niveau de la société. C'est une catastrophe. C'est-à-dire si rien n'est fait, nous, on ne voit pas la limite de ça. Et les premiers signaux arrivent. Donc ça, c'est quelque chose, une grosse alerte sur notre exposition globalement de la société dans laquelle on vit. Merci beaucoup, Fabrice. C'est très impressionnant. Je me tourne vers toi, Emmanuel. Donc, quelles sont tes réactions par rapport... Alors, toi, tu es en onco-hématologie. Et par rapport à tout ce que tu as entendu. Merci Étienne, merci pour cet exposé qui était remarquable, extrêmement didactique. Et quand on fait du cancer, on sait à quel point la vulgarisation n'est pas toujours aisée. Donc vraiment un exposé très impressionnant qui pour moi pose plusieurs questions. D'abord sur le plan du soin en lui-même, c'est vrai qu'on a l'impression de voir la médecine du futur sur cette prévention qui est à mi-chemin entre la prévention primaire et la prévention secondaire chez les populations à risque augmenté. Et on se dit, cette médecine du futur, elle vient un peu heurter la médecine du présent en termes de... Il y a pas de... Sur les slides de remerciement, je n'ai pas vu toutes les personnes qui étaient impliquées, mais je pense que ça mobilise énormément de personnes dans les équipes. On est confronté à un problème de démographie médicale et surtout paramédicale actuellement. Comment est-ce que tout ceci se gère d'impliquer des forces vives très importantes dans la prévention à une époque où on a énormément de difficultés dans le soin courant. Ça, c'était ma première remarque, on pourra discuter après. Et l'autre point, toujours pour rester dans le soin, je trouve très impressionnant aussi l'essai européen que vous conduisez. Quand on essaie de lancer des essais cliniques en France, on sait à quel point l'énergie qui est investie dans ce type de projet est colossale. Et je me disais, comment est-ce que ceci est transposable à différents
projets de prévention, par exemple, est-ce qu'il y a, pour les étapes de généralisation dans d'autres centres anticancéreux, est-ce que vous avez anticipé déjà comment se fera l'évaluation? On ne pourra pas randomiser à chaque fois des stratégies de prévention. Comment est-ce que ça va être organisé pour montrer le réel bénéfice apporté par ce type de stratégie? Ça, c'était mes 2 premiers points. J'en ai d'autres après, mais peut-être que vous pouvez intervenir là-dessus. Alors sur la consommation de personnel, pour l'instant, ce n'est pas une grosse consommation de personnel. Ce qu'on fait, c'est beaucoup digital, beaucoup de choses automatisées. Et on est sur des ateliers. Donc il suffit d'une personne pour animer un atelier avec pas mal de personnes. Et voilà. Bon, après, oui, ça consomme. Enfin, on a une infirmière, par exemple. C'est pas énorme. Ça consomme un peu de personnel, mais si on se dit ça, on va jamais avancer parce qu'on va toujours être en train de dire que c'est sûr, on n'aura jamais assez de personnel pour faire de la prévention. Et d'ailleurs, on n'aurait pas de personnel pour être ici aujourd'hui. On devrait être à l'hôpital de garde. Hein. Et on ne peut pas faire de recherche. L'époque est un peu plus critique qu'à d'autres moments, je pense. Mais oui, je pense que donc, bon, pour moi, c'est une question. C'est une question de stratégie. Après, on a un affichage national, politique en faveur de la prévention. Pour l'instant, on n'a pas vraiment vu en quoi ça consistait stratégiquement. Je pense que nos autorités de santé ont besoin de pistes stratégiques. Là, c'est vraiment une idée. Après, il faut absolument démontrer que ça fonctionne, etc. Peut-être qu'on ne va pas démontrer que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est très complémentaire d'une politique de santé publique globale, on est bien d'accord. Et donc, ouais, l'étude MyPEPS dans 6 pays, insérée dans les dépistages organisés de 6 pays, ça a permis, on voulait vraiment avoir quelque chose d'européen. Et je pense que c'est hyper intéressant de développer de la santé publique à l'échelle européenne plutôt que nationale. Mais c'est quand même assez difficile. Et finalement, c'est très peu fait. C'est-à-dire les études, en particulier de prévention, elles sont très peu. Les big pharma font des études mondiales. Les études de prévention académique, etc., c'est toujours très, très national pour plein de raisons diverses et variées. Et c'était hyper intéressant de faire à l'échelle européenne. Moi, on a appris des choses incroyables. C'est vraiment majeur de travailler ensemble. Il y a une synergie super. Et on a appris quand même, en termes d'organisation des soins, qu'il y a des gens qui savent organiser des soins potentiellement un peu mieux que nous, parfois, on va dire ça gentiment. Bon, des fois, on a des choses qui sont mieux que dans d'autres pays, mais en termes d'organisation des soins, des fois, ça serait pas mal qu'on regarde comment ça se passe ailleurs. Et moi, je regrette souvent l'absence d'utilisation du benchmark européen dans l'organisation de nos systèmes de soins, enfin, du point de vue des autorités. Sur la question, là c'est une étude randomisée, ça prend une énergie énorme, ça coûte cher, et c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir faire des études randomisées comme ça pour tout. On le dit aussi pour les médicaments, mais en même temps, il faut vraiment acquérir des niveaux de preuve. Et donc il y a d'autres études qui peuvent être des cohortes non randomisées qui peuvent répondre, mais je pense que les études prospectives, c'est vraiment très important. Parce qu'on se trompe vraiment souvent, au moins sur la faisabilité, l'acceptabilité, le retour des personnes, c'est super, c'est vraiment absolument crucial. Et il y a eu une tribune dans Le Monde ces jours-ci, justement, où la question se pose du développement des médicaments dans des études randomisées versus des médicaments qui sont aujourd'hui acceptés par les autorités de santé avec des études beaucoup plus frustres. Et il y a un collectif de médecins qui s'est positionné justement en disant qu'il fallait continuer à faire des études randomisées. Et voilà, je pense que là, les points de vue diffèrent un petit peu. L'académique et les études de médicaments, c'est un peu différent, mais... donc je pense qu'il y a des intermédiaires à trouver. Mais moi, en tout cas, je suis vraiment en faveur de construire des choses avec une vision, une pensée très internationale d'emblée. Je pense que c'est pertinent. En plus, nos populations se mélangent. Ça nous permet d'avoir plus de représentation de la diversité. Et c'est hyper important en oncologie, pas seulement pour le côté social des choses, mais pour le côté génétique. Parce qu'en fait, la diversité génétique, ça a un gros impact sur les risques de certaines maladies, sur la sensibilité à certains produits, etc. Bon, c'est tout. Peut-être juste dernière question, peut-être un peu plus scientifique sur l'aspect. Alors, c'est vrai que là, on voit des scores intégratifs avec l'âge de la patiente, si on parle du cancer du sein, ses facteurs d'exposition. Je ne sais pas si dans l'interception, il y a des polymorphismes avec des GWAS qui rentrent dans le calcul du score ou pas.
Et c'est vrai que je me pose la question sur ce dont on a déjà parlé, sur la biopsie liquide, donc le cell-free DNA, donc qui est cette capacité à détecter de l'ADN du cancer qui libère dans le sang petit à petit de l'ADN qu'on peut retrouver. Et c'est vrai que ces résultats préliminaires, on peut les voir comme le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Est-ce que dans 10 ans, la prévention 3.0, ce ne sera pas effectivement la prise de sang tous les 6 mois pour voir si on a un cancer ou pas? Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a 50% de faux positifs, mais on est au tout début de l'histoire probablement de ces biomarqueurs sanguins, avec des coûts de séquençage qui diminuent énormément, des profondeurs de séquençage qui vont augmenter aussi énormément en parallèle, et la capacité probablement de trouver cette information qui est dans le sang, probablement très très tôt. Est-ce que dans 10 ans, c'est une réalité, ou est-ce que c'est de la science-fiction encore plus que le film Interception? Et peut-être pas 10 ans, mais en fait, ça ne sera pas que génomique. Ça sera du circulant, et même potentiellement dans la laine exhalée, il y a des composés volatiles. On peut trouver dans l'ADN salivaire, on trouve des traces d'un cancer ou d'une maladie. C'est pas forcément dans le sang. Et surtout, c'est pas que génomique. Je pense qu'il faut juste élargir en disant il y a d'autres biomarqueurs qui vont aider beaucoup. Et parce que le truc, une solution pour tout, malheureusement, ça marche jamais. Et c'est intéressant pour certains cancers. Ça va vraiment progresser beaucoup. Mais je pense qu'il faut surtout pas développer ça comme c'est fait actuellement, c'est-à-dire juste avec l'idée que derrière, c'est la chirurgie la bonne solution. Si on n'a pas, on va dépister des cancers dont on aura énormément de surdiagnostics, c'est toujours un problème. On va inquiéter et on va dire à des gens, vous avez un cancer mais on ne sait pas où il est, et la seule solution c'est chirurgical. Donc pour moi, il faut vraiment, peut-être dans 15 ans plus que dans 10, et autre chose que la génomique et des solutions avec. Il faut développer les solutions avec. C'est-à-dire s'il y a, alors quand il y a des mutations, éventuellement il y a des traitements, mais pour l'instant c'est quand même pas formidable. Et donc c'est vraiment, je pense qu'il faut réconcilier. Et les gens séparent toujours la détection de la prévention ou de l'interception, ce qui est vraiment dommage, je trouve. Mais évidemment, ça sera bien plus simple. Les gens accepteront bien plus de faire des prises de sang tout le temps et qu'on vous donne un traitement si vous avez un cancer qui est là. 2 semaines de traitement, le cancer est parti, ça serait merveilleux. Moi, j'aimerais bien ça. Ouais. Et c'est beaucoup plus acceptable que de changer son comportement, arrêter de manger au McDo, etc. Mais je pense qu'il faut effectivement, comme disait Fabrice, aussi travailler sur le reste. C'était un peu ma question, parce que par rapport à ce que tu disais sur le changement de comportement en fait, dans la population, et l'arbitrage par rapport à la solution technologique qui à un moment est très sophistiquée. Quel est, vous, en tant qu'oncologue pionnier, finalement, votre point de vue? J'imagine que c'est une balance entre les deux, mais vous misez beaucoup sur la techno par rapport à ça, ou il faudrait aussi, en parallèle, être sur les changements comportementaux? Il y a un équilibre à trouver, les parts respectives. Peut-être que Suzette ne sera pas d'accord. Moi, évidemment, comme toujours, il faut les deux. Mais en fait, quand je dis régulation, c'est par exemple, si on prend le tabac, on a bien vu en France que l'augmentation de la taxation du tabac a eu un effet sur la consommation. Donc il y a quand même des leviers qui existent et qui permettent quand même quand il y a un exposant, une exposition connue, peut-être pas de réguler, mais en tout cas des leviers, notamment via les taxes et le prix en l'occurrence de la cigarette là, de modifier. Donc ça c'est quand même un outil qui est extrêmement important. Ensuite, les questions technologiques. Oui, les questions technologiques vont apporter énormément de solutions. Mais comme l'a bien montré Suzette, en fait, c'est une approche que nous on appelle screen et caractérise. C'est-à-dire, en fait, tu dis à l'échelle, de très large échelle nationale, grâce à des outils digitaux, tu dis quels sont les patients qui ont un risque très élevé de cancer, et tu te concentres là-dessus pour justement caractériser c'est quoi les anomalies moléculaires qu'il faut bloquer pour éviter ce cancer ou le détecter précocement. Voilà. Donc tu t'imagines, c'est toute cette approche. Si tu as 400 000 cancers par an, c'est pas la même chose que si tu en as 1 million, c'est pas la même chose que si tu en as 3 millions. Donc cette approche-là, elle est adaptée à un nombre de cancers dans un pays qui reste à peu près sous contrôle. Et les solutions technologiques, elles restent là à condition quand même que les choses restent sous contrôle. Et pour les contrôler, il n'est pas impossible, il y a quand même des moyens
qui existent. Et en l'occurrence, la politique anti-tabac l'a quand même démontré. Mais il reste quand même des cancers du fumeur. Et évidemment, dans ce cas-là, Suzette arrive avec le scanner, la technologie, l'IA qui va analyser le scanner. Mais tout ça, ça consomme des ressources. Il fait que si il y a 10 fois plus de patients qui rentrent dans le circuit Suzette de la Loge, il devient non faisable. Donc c'est une question en fait de débit d'entrée en fait. Et il faut quand même contrôler en entrée et réduire au maximum évidemment les expositions. Donc tu es très sur la sélection du risque, c'est ça au départ ? Moi, je dirais qu'il ne faut pas rêver, on ne va pas avoir tous une vie parfaite. Non, mais là, c'est pas parce que je viens de me faire engueuler à une autre réunion où j'étais avant, où j'ai dit la même chose. La discussion ne porte pas là-dessus. La discussion, elle porte sur... Donc, quand on connaît des exposants, on a des outils pour réguler. On est dans une époque où on est exposé à des tas de choses. Et malheureusement, les expositions augmentent et c'est sûr qu'il faut faire des choses pour améliorer ça. Mais on est arrivé, parce qu'il y a 7 milliards de personnes, etc., on est arrivé dans une situation qui est... et ça ne va pas changer demain. Et il y a des pressions économiques sur l'alimentation, sur le tabac, sur l'alcool. Il y a des enjeux extrêmement importants. Et d'ailleurs, c'est un truc très important quand les gens viennent nous voir, parce qu'en fait, il y a une culpabilité chez les personnes d'être à risque de cancer, surtout pour les fumeurs. C'est incroyable. Aujourd'hui, si quelqu'un fume, c'est pas vraiment de sa faute. Je sais pas c'est une vision incroyable. Si vous fumez, vous avez des polymorphismes qui font que vous êtes beaucoup plus sensible aux addictions que les autres. Et c'est beaucoup plus dur pour vous d'arrêter de fumer. Et 2, vous êtes dans un milieu social ou socio-économique qui entraîne le tabac. Peut-être vous êtes plus stressé, etc. Et 3, vous avez été aussi victime d'un modèle économique. Je suis désolée. Et donc, c'est très important de ne pas dire les gens ils mangent gras, c'est de leur faute. C'est juste parce qu'ils ne peuvent pas forcément se payer des fruits et légumes. Enfin, voilà. Donc en fait, et aussi parce qu'il y a un modèle économique qui fait qu'on est en permanence incité à manger des grandes quantités de choses qui ne sont pas super bonnes pour la santé. Quand on voit, c'est incroyable l'activité physique des gens, le niveau d'activité physique, mais les gens ils font rien quoi. C'est pas dur de marcher tous les jours 1 heure. Tout le monde peut marcher tous les jours 1 heure. Enfin, pourquoi les gens parce qu'en fait, on vous colle derrière vos écrans. Oui, donc. Et donc voilà, on ne va pas changer la société parce qu'il y a des gens, parce que comme ça on est tranquille derrière nos écrans, parce qu'il n'y a pas de révolution et parce qu'il y a un modèle économique et social derrière. Et donc il faut juste tenir compte de ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, on vit dans notre époque et on s'adapte à l'époque. Après si dans 10 ans tout le monde est en pleine forme, moi ça me va très bien. Alexis. Oui, j'ai 2 questions en fait et un commentaire. Merci beaucoup Suzette pour la présentation. Tout à l'heure vous avez dit en fait ça consomme pas beaucoup d'humains parce qu'on n'a qu'une infirmière. En fait ça consomme quand même pas mal d'humains parce que ça consomme tous les médecins de ville qui doivent sélectionner les patients. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas testé pour massifier justement la data de dire faisons une auto-sélection. On dit aux patients vous sélectionnez, soit sur du déclaratif, soit on vous dit, si vous voulez participer à l'étude, on doit avoir accès à toutes les données de votre smartphone. Et on enregistre, et peut-être que le nombre de mails reçus dans la journée, ou l'exposition au bruit, ou, je ne sais pas moi, le kilométrage en voiture, serait une bonne approximation d'un certain nombre d'expositions. Ça, c'était ma première question, remarque. Et la deuxième, c'est... on remarque en fait dans les études, et j'en ai parlé en fait assez récemment avec la MGEN qui fait un test sur l'accompagnement des patients. Et l'accompagnement des patients, c'est l'observance. En fait, ce dont vous avez parlé. En gros, pour qu'ils soient observants sur la mode de vie, il faut que ça soit hyper simple, il faut qu'il y ait un indicateur. Il faut dire, bon, il faut réduire ça parce que c'est ça où est le risque majeur. Et en fait, on observe que l'observance du patient, in fine, c'est ce qui va déterminer beaucoup de choses en prévention, enfin tout. Et on remarque qu'elle est améliorée quand il y a un professionnel qui suit. Et c'est ce que vous avez mis en place. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour qu'il y ait un accompagnement, un humain digital, je ne sais pas, ou un jumeau digital, pour que quand vous soyez obligé de lâcher le patient en disant maintenant il faut aller voler de vos propres ailes, comment faire pour que ça continue ? Merci de ces intéressantes questions. Pour la partie d'adressage, en fait, pour être très clair, on est politiquement rentré dans la façon dont la santé est organisée en France pour l'instant, c'est-à-dire le médecin traitant, le médecin généraliste est en charge de la prévention.
Et ça fait des années qu'on travaille avec des médecins généralistes de nos CPTS et qu'ils nous disent on veut bien faire, identifier les gens à risque, c'est super important, mais on n'a pas d'outils. Donc on leur a donné des outils, mais ils n'ont pas du tout le temps de le faire. Donc c'est un relatif échec. Donc ils ont un outil, c'est un score on a une agrégation des scores validés d'un certain nombre de cancers, mais ils n'ont pas le temps de l'utiliser, ça prend un peu de temps, etc. Donc on essaie de les sensibiliser au truc. On est avec Unicancer en train d'écrire un article 51 pour qu'il soit financé pour ça. Voilà. Mais je ne suis pas sûre que ça marche, très sincèrement. Il y a d'autres professionnels qui sont super intéressés, qui sont les pharmaciens en particulier. Mais aussi, il faut qu'ils gagnent un peu d'argent à ça. Mais c'est potentiellement intéressant. L'auto-identification, c'est forcément un truc bien. Ça va être réservé à des gens relativement éduqués. Et en fait, on ne peut pas le faire comme ça. C'est pas simple, parce que ça peut générer des comportements inadaptés. C'est-à-dire, si on dit vous n'êtes pas au risque, vous n'allez plus rien faire et manger au McDo 3 fois par jour. Voilà. Et si on vous dit vous êtes à risque, ça peut quand même, on ne contrôle pas. Donc l'auto-identification, on a une étude en cours qui est financée par le tiers-lieu là, pour évaluer l'auto-identification, comment c'est recevable, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est juste, etc. Et par contre, pour aider les médecins généralistes, on travaille avec CGDIM sur leur logiciel. Ils ont des médecins expérimentateurs. On a un truc de calcul automatique, identification automatique des gens éligibles sur certains facteurs de risque. On a commencé par le tabac. Les gens qui sont éligibles pour les parcours tabac, parce qu'ils ont et là, les médecins sont assez contents parce qu'ils n'ont pas besoin de remplir le truc. Ils voient un patient et pim, il y a leur logiciel qui leur dit cette personne est éligible, et ça permet de motiver la discussion sur le tabac, etc. Parce que finalement, les médecins généralistes, ils notent une fois au début que la personne fume, et c'est très rare qu'ils réabordent le sujet, parce que ils ont dit, elle veut pas arrêter de fumer, c'est terminé. Et donc voilà, on essaie de trouver plein de solutions, mais c'est assez compliqué, c'est un vrai kaléidoscope. Et je pense que ce que vous citez, les outils digitaux, etc., ça serait super intéressant. Je crois qu'il y a des vrais développements à faire là-dessus. Et avec des approximations, il y a quelques boîtes qui travaillent là-dessus, qui utilisent les téléphones avec beaucoup d'enregistrements de santé, etc. Après, il y a un côté éthique, moi, qui me gêne un peu, le côté intrusif. Il y a la boîte de Steve Friend qui fait ça en particulier, où vraiment, ça va très loin dans l'identification des risques de santé, etc. Donc, il y a juste un côté éthique à bien surveiller, je pense. Ouais. Et la deuxième partie, c'était sur... Ouais. Ça, je pense que c'est super intéressant. Et donc là, ce qu'on met en place dans cet article 51, c'est en fait, on veut imaginer le futur financement par la Sécu qui finance un peu les médecins généralistes, etc. C'est effectivement un accompagnement professionnel pour l'addiction, de la tobacco, mais il y a un accompagnement, au bout d'un moment, ça s'arrête. Mais les gens sont effectivement... Donc le compagnon digital, on essaie de le faire le plus smart possible, mais on sait très bien qu'il faut qu'il y ait des interactions pour que les gens adhèrent. Il faut que le truc vous parle. Ouais. C'est comme quand vous faites votre Duolingo, il vous dit c'est bien, vous avez encore progressé aujourd'hui, etc. Il faut que... Et donc ça, on n'a pas encore de solution suffisamment smart pour ça. Je pense que de l'IA, d'accompagnement léger, intermédiaire, ça pourrait être intéressant, ouais, absolument. Ouais. Je pense que l'acquisition de data généralisée, en gros, je rentre dans la maison, tout est connecté, on acquiert tout. C'est vraiment génial. En fait, moi, je veux vraiment alerter sur le fait que s'il n'y a pas des efforts en ce qu'on appelle en biologie expérimentale, il manque la moitié de l'histoire. Parce qu'en fait, à partir du moment, là, on a l'exemple des équipes londoniennes qui ont montré que la pollution, les particules 2.5, sont associées au risque de cancer. Mais en fait, ce n'était pas suffisant. Il a fallu quand même derrière des équipes en biologie expérimentale qui disent parce que ça cible le macrophage, parce que telle protéine est diminuée, etc., etc. Parce que sinon, en fait, l'utilisation est complètement sous-optimale. Ouais, je veux dire, sinon, on arrête à... on a une observation, une association, mais on ne peut pas l'expliquer et donc on ne peut pas agir dessus, en fait. Alors que là, le fait qu'ils aient montré que c'est l'interleukine 1, hop, ça y est, maintenant, il y a des médicaments pour éviter ça. Je veux juste alerter sur le fait que moi, les big data, je trouve ça génial, à condition que ce soit complémenté par des expertises en biologie expérimentale qui vont expliquer les choses et trouver des cibles thérapeutiques. Excellent. On va ouvrir la discussion avec la salle, je vous rassure. On prend les questions et puis on pourra continuer
en bas durant le cocktail. On essaye aussi un dispositif la première fois. On a essayé de sélectionner des jeunes, non pas que vous n'êtes pas jeunes dans la salle, hein, ce qui n'est pas de faute de goût, mais on a essayé de sélectionner un polytechnicien et une polytechnicienne pour voir aussi finalement dans le futur. Alors malheureusement la polytechnicienne, c'est là aussi, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaise interprétation, elle est partie en voyage en Israël d'études, donc elle ne peut pas être là ce soir, mais nous avons un jeune polytechnicien, donc Joël. Donc Joël, qu'est-ce que ça t'inspire et quelle est la question que tu aimerais poser, puisque finalement c'est ton futur qui se joue aussi. Ah bah voilà. Donc, bonjour et merci beaucoup pour cet exposé qui me rappelle un peu pourquoi, en ayant une formation d'ingénieur, je me suis intéressé au domaine de la santé à travers une thèse donc, au Centre de recherche en gestion sous la direction... Très bien, ça c'est très bien. Vous n'avez pas répété. Hein. Toujours est-il que c'est toujours fascinant et comme vous l'avez montré, le système biologique dépasse toute la complexité qu'en tant qu'ingénieur, on pourrait réussir à faire, même avec des réseaux neuronaux, artificiels, etc. Et on essaie toujours, en tant qu'ingénieur, je trouve, d'essayer de s'adapter, de faire au mieux de quelque chose qui nous dépasse, qui est la biologie, le système vivant. Ça m'évoque plein de questions, ce que vous avez présenté. Je me restreins à 3 grands thèmes. Merci. Mais je vous laisse répondre sur ce qui vous paraîtra le plus pertinent. Le premier, c'est une question assez technique. C'est comment, dans votre parcours numérique que vous êtes en train de conceptualiser, vous intégrez, si c'est déjà d'actualité, les nouvelles avancées de connaissances qui risquent de modifier la façon qu'on a de prévenir et de traiter. Comme vous l'avez évoqué, il y a des choses où on se trompait en oncologie. On va peut-être demain apprendre que certains traitements sont à éviter, de données à collecter. Donc, est-ce qu'il y a cette réflexion qui est déjà mise en place ou est-ce qu'on est sur des temps trop longs pour l'intégrer aujourd'hui dans la conception du programme numérique de prévention? Pour l'instant, c'est du digital simple. Et on n'est pas dans un dispositif médical, pas de marquage CE, etc. Donc en fait, on ne peut pas intégrer d'algorithme décisionnel pour l'instant. On est vraiment au départ. Donc nous, ce qu'on veut montrer, c'est faire la preuve de concept, que ça, c'est utile, que les personnes adhèrent, que ça va servir à soutenir, à sous-tendre un parcours de santé qu'on invente. C'est vraiment la première pierre. Et après, là-dessus, je suis totalement d'accord. On peut construire des choses, insérer des algorithmes plus décisionnels. Pour l'instant, toutes les modifications qui sont faites, c'est par des cerveaux humains. Et donc, on a des comités scientifiques de chaque parcours qui vont implémenter les nouvelles recommandations 1 ou 2 fois par an. Enfin, c'est très humain. C'est la médecine encore, comment on sait la faire, nous. Et pour l'instant, l'humain est super important. Mais je pense que dans un futur, si ça fonctionne bien, ça serait extrêmement intéressant d'avoir des approches un petit peu plus automatisées, avec des algorithmes un peu plus intégratifs. Pour l'instant, ça reste très manuel et humain, l'intégration des nouvelles recommandations de traitement, de prise en charge en médecine. Vous seriez un petit peu déçus de voir comment fonctionne encore. Non, au contraire. Et du coup, la deuxième question... Pour la première fois, on vient... L'ESMO, c'est la grande société européenne d'oncologie médicale. Pour la première fois, on a des guidelines en ligne interactives où, parce que d'habitude, c'est un truc écrit qu'on publie tous les ans. Et il faut aller lire la page 32 où on dit, il y a un algo qui dit... Là, pour la première fois, on peut rentrer et voir qu'est-ce qu'il faut proposer à un patient dans telle et telle situation. On est encore loin de tout ça. Parce qu'en fait, ça a des tels aspects, implications légales, et on est un petit peu... c'est assez difficile, ouais. Du coup, vous avez commencé à répondre à ma deuxième question. C'est comment on passe d'un score de risque qui est jamais 100%, 0%. Il y a toujours un gradient, une nuance, et qui reste restreint par rapport à un contexte beaucoup plus compliqué. Quand on passe de ces aides à la décision à une action du médecin, et comment vous envisagez du coup le métier de médecine scientifique qui est en train de se développer?
C'est une super question. Je pense que mes collègues auront sûrement des choses à dire là-dessus aussi. En fait, on est dans une médecine probabiliste. L'estimation des risques, c'est difficile. Et vous avez vu, on a des aires sous la courbe, des systats qui ne sont pas extraordinaires. On arrive à avoir, ça peut vous paraître extrêmement ridicule si vous faites beaucoup d'IA sur d'autres modèles. Nous, on est hyper contents. Si on a une AUC à 0,70, c'est super déjà. Alors qu'évidemment, ce n'est pas extrêmement bon en termes de prédiction. On se trompe dans un certain nombre de cas. Mais on est sur de la prédiction d'une situation de risque. Ce n'est pas un diagnostic de maladie. Dès qu'on va passer dans autre chose, qui est par exemple la détection précoce, le diagnostic de maladie, là on demande à avoir des spécificités extrêmement élevées pour ne pas inquiéter tout le monde, donner des faux diagnostics, etc. Donc sur l'identification des risques, on commence à avoir des modèles de risque qui ont des AUC acceptables pour passer dans la pratique courante, et on considère que le 0,70, par exemple en cardio, le score de Framingham qui a été inventé il y a longtemps, il a une AUC à 0,78. Nous, on n'arrive jamais à monter, enfin difficilement à monter à ce niveau-là. Ce que je vous ai montré, les nouveaux modèles en IA sur les images, ils arrivent au-dessus de 0,80. C'est assez impressionnant. En travaillant bien, l'IA, franchement, c'est assez prometteur. L'analyse d'images morphologiques, l'analyse biologique, etc., c'est quand même assez intéressant. Et donc, ouais, un gros problème, c'est que la plupart des médecins sont pas très bons en maths. Et il y a deux enjeux. Un, bien comprendre. Par exemple, les scores de polymorphisme que je vous ai montrés, on s'est aperçu dans notre étude MyPeps que dans les médecins qui sont investigateurs de l'étude, qui doivent expliquer aux personnes qu'on a fait leur score de polymorphisme, et c'est ça, c'est pas compliqué. Il y en a 60% qui sont très à l'aise, alors qu'on les a formés et tout. Il y en a 40% qui ne sont pas à l'aise, et il y en a 20% qui n'ont rien compris, qui ne sont pas capables de l'expliquer. C'est quand même à l'échelle internationale. En France, on n'est pas dans les meilleurs. Et en fait, c'est exactement ce que vous dites. C'est super inquiétant. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui comprennent bien ce que c'est un risque. C'est effectivement une médecine un peu plus scientifique, pour lesquelles il va falloir former des personnes qui sont capables de communiquer ça d'une façon audible. Et donc cette médecine très probabiliste, elle est assez lointaine de la médecine qu'on enseigne quotidiennement, qui est les dogmes. Si on vous dit vous avez ça, vous traitez comme ça, c'est toujours la zone grise et l'incertitude qui sont quand même inhérentes à la médecine quotidienne. C'est quelque chose qui est très très mal pris en compte, très mal éduqué aux médecins, et c'est quelque chose dans lequel ils sont souvent pas à l'aise. Et typiquement, la médecine probabiliste, c'est la zone grise et c'est l'incertitude que certains médecins n'aiment pas du tout. Donc merci de la question. Non, juste pour ajouter, c'est très très schizophrénique d'être ingénieur et médecin. La culture de ce continuum, elle n'existe pas du tout en médecine. Enfin, en tous les cas, elle est et c'est logique parce que c'est très difficile de prendre une décision médicale avec ce degré d'incertitude. Je pense que c'est normal, c'est humain, et elle est vraie dans la définition du risque d'incidence des maladies, l'action qu'on va mener, mais de façon encore plus probante, elle est quotidienne dans le choix de la thérapeutique. On sait, pour ce domaine d'incertitude, il est dans les scores pronostiques, par exemple, dans les choix de traitement, et quotidiennement, on sait qu'on va administrer des traitements qui ne sont probablement pas optimaux à la situation qu'on a en face de nous, et qui est basé sur un score pronostique, mais la personne peut tout à fait être guérie avec un traitement qui est par exemple beaucoup moins important. D'où tous les processus actuellement de désescalade thérapeutique qui sont testés. Donc ce domaine de l'incertitude en santé, il est omniprésent, mais à la fois dans la prédiction du risque, à la fois dans la prise de décision thérapeutique, et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à manager au quotidien. En fait, je voulais juste dire, vous avez mis le doigt sur un truc qui est très important. C'est en fait le cancer, c'est un système complexe, ce que les mathématiciens appellent un système complexe. Et nous, vous avez compris, notre objectif, c'est de modéliser le cancer chaque patient. Il y a un patient qui a un cancer ou pas de cancer, on modélise tous les mécanismes moléculaires, cellulaires, pour faire des jumeaux de cancer. Et en fait, quand on discute avec des ingénieurs, donc en l'occurrence pas vous, puisque vous avez compris le problème, en fait, ils disent, mais nous, on sait modéliser des avions, on sait modéliser, mais le cancer, on n'y arrive pas, alors qu'on devrait y arriver. Mais en fait, c'est exactement ce que vous dites, c'est trop... Enfin, le niveau de connaissance en biologie
ne permet pas aujourd'hui d'avoir des vrais jumeaux de cancer. Peut-être dans 5 ans ou 10 ans, mais aujourd'hui, on a trop peu de connaissances en biologie pour vraiment modéliser chez chaque patient. Ouais. Et d'ailleurs, je vous invite pour approfondir, après votre thèse, à venir à Gustave Roussy avec nous. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle Aurore? Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. Alors, moi, je n'ai pas l'heure d'avoir fait la formation ingénieur de Polytechnique comme Joël, qui est un peu mon grand frère, puisqu'il est une année au-dessus de moi en thèse. J'ai une formation plutôt managériale, donc je me ferai peut-être un petit peu l'avocat du diable. Je vous prie de m'en excuser par avance. Alors, j'aurais 2 questions. La première, c'est, vous avez mentionné en fait que ces nouveaux formats possibles de soins, c'est en fait presque de l'extrême personnalisation. Qu'est-ce que vous pensez à long terme de la capacité de ce genre de technique à réaliser des économies d'échelle avec des moyens de détection et de prévention de plus en plus personnalisés? Et alors, ma deuxième question, vous avez souligné quand vous parliez de la prévention 1.0 versus la prévention 2.0, le plus grand rapport risque-bénéfice dans le cadre 2.0. Et en fait, dans la mesure où peut-être que les erreurs pourraient être plus fréquentes sur certains patients, qu'est-ce que vous pensez de la capacité d'adaptation d'équipes potentiellement de plus en plus nombreuses et de plus en plus interdisciplinaires, pluridisciplinaires? Non, probablement, ça ne va pas économiser d'argent. C'est juste l'argent. En fait, oui, il y a plusieurs points de vue. Le problème par exemple, le dépistage pour tout le monde, pareil, c'est qu'en fait, c'est pas très efficace. Ça diminue que de 20% le risque de mortalité par le cancer. Et c'est un peu délétère. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui on va trouver des cancers qui n'auraient jamais évolué. On appelle ça des surdiagnostics. On va faire des biopsies à des personnes qui n'en auraient pas besoin. On va inquiéter des personnes. On va irradier des gens qui n'ont pas besoin, etc. Et donc, et là, on va juste répartir les moyens pour l'instant, parce que c'est notre première approche. Il y a des gens qui auront moins de mammographie, de tout ça, parce qu'ils sont moins à risque. Donc, eux, ils vont coûter moins cher, ils auront moins de complications, moins d'effets secondaires. Donc, et il y a des gens, par contre, qui auront plus. Et donc, chez les gens qui auront plus, qui sont plus à risque, par contre, le rapport sur les surdiagnostics, ça n'augmente pas. Par contre, on risque d'avoir plus de biopsies, etc. Donc, globalement, on a un super économiste de Erasmus sur le projet MyPeps, par exemple, mais notre estimation, c'est que malheureusement, ça ne va pas économiser d'argent dans l'immédiat tel que c'est fait. Après, à long terme, si on change complètement le paradigme du modèle de soins pour amener l'oncologie vers une oncologie préventive, à long terme, on pourrait s'attendre à ce que potentiellement on fasse des économies. Enfin, il ne faut pas rêver parce que les modèles économiques vont se recréer. Donc, sincèrement, je ne pense pas. À chaque fois qu'on avance dans la science et qu'on invente des nouveaux modèles qui sont mieux, forcément, il y a un modèle qui se recrée autour. Donc, j'y crois pas que ça fera des économies. Je pense juste que l'argent sera dépensé d'une meilleure manière pour les gens qui en ont réellement besoin. Ça serait l'idéal. Ouais. Et la deuxième question, c'était sur le 2.0 et les différentes professions impliquées et le fait que c'est multidisciplinaire. Ouais, moi, j'ai une vision un peu... à part le fait qu'il faut vraiment réinventer des professions, que ça soit vraiment quelque chose de très transversal. Et c'est un peu notre problème. C'est-à-dire que là, on est très, très transversaux. Du coup, on a besoin de compétences assez larges. Bon, j'ai dit qu'on n'utilisait pas beaucoup de compétences, mais on prend un petit peu de cerveau de pas mal de gens quand même. Et ça, c'est un enjeu pas facile, puisqu'on tend aujourd'hui à une surspécialisation. On a construit le cancer. Par exemple, moi, je suis spécialiste du cancer du sein. Les deux, hein, droit et gauche, mais depuis l'an 2000, je ne faisais plus d'oncologie que dans le cancer du sein. Par contre, mon domaine de recherche, c'est la prévention, et on est en train de réinventer, de revoir l'oncologie de façon très différente à cause de la biologie qui la réinvente. Et l'oncologie, elle est redevenue transversale, elle est beaucoup moins organe-orientée parce que les anomalies biologiques et les traitements sont redevenus très transversaux. Et la prévention, typiquement... elle est en train de redevenir extrêmement transversale et de s'élargir à des métiers, à des champs encore bien plus larges, comme on vient de discuter largement. Bon, je n'ai peut-être pas bien répondu. C'est excellent. Une question, peut-être, Jean-Marc ? Oui, une remarque et une question. Une première remarque, c'est la prévention fait rarement des économies. Il faudrait peut-être
ça améliore la santé des gens. À la fin, c'est comme d'ailleurs la plupart des produits. J'ai même une petite remarque, mais elle a déjà été dite. La médecine, c'est beaucoup de statistiques et beaucoup de certitudes des médecins quand ils décident de diagnostiquer et de traiter. Finalement, vous ne proposez pas pire. La seule question, c'est qu'il faut qu'à un moment, il y ait collectivement la décision qu'effectivement, avec ce niveau de certitude et d'incertitude, on décide collectivement qu'il faut passer à ce traitement-là. Mais finalement, c'est ce qui est fait. Le diabète, vous avez un HbA1c de 7, on va vous dire que vous avez besoin d'un traitement de statine à vie, alors que finalement, en fait, on n'en sait strictement rien. Enfin, on n'en sait pas grand-chose. On en sait qu'une certitude qui est assez faible, probablement inférieure à certains des scores dont vous avez parlé. Le dernier, une question, c'est, vous parliez justement du médecin généraliste tout à l'heure et de l'interface humaine qui serait nécessaire, probablement aussi pour inclure les patients qui ne sont pas super intelligents et qui ne sont pas super cultivés, et ce qui est dommage qu'il y en ait, mais ça arrive. Et la question, c'est, comme vous êtes dans une étude internationale, est-ce qu'il y a des pays, dans les quelques pays que vous avez l'impression que l'organisation de la médecine générale, qui est souvent beaucoup plus collective et beaucoup moins isolée qu'en France, permet vraiment de changer ce niveau ou pas ? Non. Non. En fait, les modèles sont un peu différents pour délivrer le dépistage tel qu'il est fait actuellement. Et c'est plutôt une vision sociétale différente. Par exemple, le Royaume-Uni, ils ont quand même une culture de prévention qui est bien plus ancrée. Les personnes sont beaucoup plus acculturées et comprennent mieux, je ne sais pas pourquoi, mais cette notion de risque, dès qu'on descend vers la Méditerranée, l'incertitude et le risque, on tolère moins bien que quand on monte vers les Pays-Bas et le Royaume-Uni. C'est complètement caricatural, mais ça a l'air assez vrai. Et là, on a des données de nos sociologues sur cette étude qui disent un peu la même chose. Et donc, on peut penser que ça peut avoir un rapport avec les corps intermédiaires de santé qui délivrent l'information, peut-être, qui sont sûrement mieux formés, etc. Je pense qu'il y a une forme de culture. En plus, les gens qui rentrent dans l'étude sont assez éduqués, etc. Et voilà. Après, comme on a dit, les décisions en santé, c'est pas que de l'éducation. Et on voit, nous, tous les jours arriver des femmes avec des cancers très avancés, alors qu'elles sont extrêmement éduquées, extrêmement d'un milieu socio-économique très élevé, etc. Il y a plein d'enjeux assez curieux de peur, etc. Et le problème, c'est qu'il n'y a jamais une solution qui convient à tout le monde. Donc, par exemple, le côté digital, actuellement, ça plaît beaucoup. Il y a des gens qui sont complètement réfractaires. Donc, en fait, pour moi, le plus dur, c'est d'arriver à emmener tout le monde. Parce que je pense que c'est très important. Construire une médecine élitiste, ce serait très ennuyeux. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Et emmener tout le monde aujourd'hui, vu les divergences, les diversités culturelles aussi... donc ça, c'est un enjeu très, très difficile. Et on passe notre temps à faire un kaléidoscope de solutions, ce qui est quand même... Et ça m'ennuie beaucoup. Comment est-ce qu'on gère ce kaléidoscope de solutions dans le futur ? Je me tourne vers vous pour trouver une solution. Je vous propose... Vas-y, Alexis. Ça, sur le kaléidoscope, en fait, je pense qu'on arrive à... En fait, il y a une chose que je trouve intéressante, c'est qu'il y a à peu près 60 millions de permis de conduire en France. La voiture n'est pas un objet facile. Il faut quand même utiliser ses deux pieds, ses deux bras. Et il y a plein de choses à faire. Je pense que l'informatique ou le digital, on le conçoit complexe d'emblée. Je vais prendre un exemple. Sur une application mobile, l'équivalent en voiture, c'est comme si on avait un levier de vitesse qui faisait appel de phare et clignotant. Ça viendrait à l'idée de personne. Mais il faut pousser à gauche, pousser à droite, appuyer fort, voilà. Et ça, nous, on l'avait appris au début, et on est passé sur une interaction méga simple qui est du conversationnel, et on a pris le SMS parce que c'était un point commun, un dénominateur commun, et tout le monde était capable de le faire. Et il était plus intéressant pour l'efficacité des soins, pour trouver les personnes qu'il fallait aider par un humain, d'utiliser un outil basique auquel tout le monde allait adhérer, et l'humain gérer la complexité derrière, plutôt que d'utiliser un outil super complexe qui faisait tout, mais qui s'appliquait qu'à 20% des personnes. Et je pense que le digital, on doit pouvoir aussi trouver des choses simples, quoi. J'ai des signaux pour dire qu'il faut qu'on arrête, mais je vous propose 2 dernières questions. Muriel et puis Arnaud, et puis après on va passer au cocktail.
Merci beaucoup, merci Suzette, c'était passionnant comme toujours. Et comme on t'a beaucoup mobilisé, je vais m'adresser à Fabrice pour revenir un peu sur la question de la personnalisation qui a été posée tout à l'heure. Et peut-être peux-tu nous parler de cet IHU Prisme qui a été cité sur la diapo et qui est quand même un espoir pour avancer et pour améliorer la recherche sur la personnalisation. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? C'est quand même passionnant. Merci Muriel. Donc, en fait, c'est ce que disait notre collègue donc, de Polytechnique précédemment. Donc, en fait, donc, ce que disait Suzette, elle a un petit peu abordé. Le problème aujourd'hui de l'oncologie, c'est quoi? Et là, on parle des patients qui ont déjà un cancer. Donc, on sort de la prévention, on dit un patient, une patiente a un cancer. Quel est le problème? Le problème, en fait, c'est que, et je donne un exemple, il y a un traitement qui s'appelle des anti-PD1. Donc, c'est une immunothérapie. Donc, c'est une thérapie biologique qui cible une protéine spécifique qui s'appelle PD1. En 2011, il y a les études qui sont faites et qui disent, tiens, c'est un médicament qui marche très bien. Donc, les études de phase 1. Et ça marche très bien quand la protéine PDL1 est exprimée. Bon. L'industrie pharmaceutique décide de démarrer les études randomisées chez les patientes qui ont un mélanome. Donc en fait, vous comprenez, là il y a un problème, c'est qu'on dit que c'est un médicament biologique qui marche quand il y a une protéine, et en fait on se remet dans des classifications qui n'ont rien à voir avec le mécanisme d'action. Et ensuite, ce que font les industries pharmaceutiques, et donc on revient à la tribune qui était citée tout à l'heure, en fait, ils disent, une fois par an, on va faire un essai randomisé dans des cancers définis par l'organe d'origine. D'accord. Et ce qui fait que, plus de 10 ans après, il y a des gynécologues qui ont sauté au plafond parce qu'ils ont dit les patientes qui ont un cancer de l'endomètre, l'anti-PD1 marche. Mais en fait, l'anomalie moléculaire qui est la cible du médicament, c'est exactement la même. Donc en fait, on a perdu 10 ans. Donc je vous laisse imaginer le nombre de morts dans ces 10 ans dans le monde, juste parce qu'en fait, les classifications des cancers ne sont complètement pas adaptées au développement des médicaments tels qu'ils sont faits actuellement, qui sont des médicaments qui ciblent un mécanisme biologique. Et donc, normalement, les classifications de cancer devraient être faites sur les mécanismes moléculaires et non pas sur l'organe d'origine. Donc ça, c'est le point de départ du projet. Et donc ensuite, l'objectif, du coup, c'est de dire, chez chaque patient qui a un cancer ou un risque de cancer, récapitulons l'ensemble des mécanismes cellulaires et moléculaires qui contribuent à ce que ce cancer évolue. Et une fois qu'on a décrit ces mécanismes cellulaires et moléculaires, en théorie, il suffit, entre guillemets, d'avoir l'agent thérapeutique qui les cible. Donc c'est ce que notre collègue tout à l'heure décrivait, les mécanismes moléculaires du cancer. Aujourd'hui, on en connaît un petit nombre, demain, on en connaîtra beaucoup, et dans 10 ans ou 15 ans, on pourra vraiment faire des jumeaux biologiques de cancer qui tiendront que en partie de l'organe de départ, qui pour nous est un vrai problème, parce que l'oncologie médicale, c'est une discipline récente qui n'a pas ces classifications. Et on a des classifications héritées des chirurgiens, et en fait, c'est un problème majeur. L'exemple du médicament d'immunothérapie, il est frappant, vous comprenez ça? Arnaud, la dernière question, peut-être, pour toi. La dernière question, c'est sur les méthodologies de ciblage. Est-ce qu'on pourrait pas, en fait, avoir un dépistage précoce basé sur un screening des entrepôts de données de santé qui serait sur la base de l'imagerie sur les cancers pour lesquels ça fonctionne, ou des entrepôts de données de santé qui seraient enrichis des biomarqueurs de toute la biologie expérimentale, etc. Ça serait totalement faisable. Et même, il y a un certain nombre d'algorithmes qui pourraient tourner sur le SNDS et identifier des gens à risque. C'est anonymisé, on ne pourrait pas revenir vers les personnes. Mais, effectivement, en théorie. Mais oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À partir de pas mal de données, il y a des scores de risque. Par exemple, le risque de cancer du pancréas. C'est un gros problème, le cancer du pancréas actuellement. Grande augmentation d'incidence. On a 16 000 cas par an en France. C'est une maladie dramatique. Et il y a des scores de risque si on a des bonnes bases de données avec beaucoup de données, on peut avoir des scores de risque qui sont assez bons. On peut identifier quelqu'un qui est enclin à développer un cancer du pancréas avec un risque assez élevé dans les années qui viennent parce qu'il vient de développer un diabète, qu'il a fumé, qu'il a tel âge, etc. Le gros problème, c'est comment c'est recevable par les personnes.
Donc là, par exemple, on est en train de développer un certain nombre de scores de ce type-là sur la grosse base de données anglaise, la UK Biobank, où il y a à la fois de la biologie et des données cliniques, qui est quand même assez pertinente. Sur des bases juste cliniques, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a quand même des choses. Les médicaments, par exemple, ça apporte des informations super intéressantes sur le SNDS. Le problème, c'est l'enjeu de la communication d'un risque. Par exemple, je vous ai parlé de polymorphisme. On sait qu'on peut identifier avec des polymorphismes les gens qui sont enclins à développer un Alzheimer. Ce n'est pas un truc simple à communiquer aujourd'hui. Il n'y a pas de traitement préventif. Donc globalement, il n'y a pas de gros développement sur les scores de polymorphisme d'Alzheimer. Personne n'a envie de faire ce test. Et donc actuellement, sur les scores de développement du cancer du pancréas, il n'y a pas encore grand-chose. Alors qu'on pourrait faire de l'interception assez rapidement. Mais en tout cas, il y a un potentiel énorme dans les bases de données qu'on a actuellement déjà existantes. Je pense qu'il y a un gros champ de recherche qui est en train d'émerger. Merci beaucoup. Je crois que c'était vraiment très impressionnant. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de conclusion, mais il y a des remerciements quand même pour l'école polytechnique d'abord qui a lancé cette initiative. Je voulais remercier Éric Labaille, Dominique Rossin et Julie Chabroux qui ont beaucoup soutenu depuis le début cette initiative. Je voudrais remercier le groupe de polytechniciennes et de polytechniciens qui est présent depuis le début et c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. La majorité est présente ce soir. Je voudrais remercier Yves Forage et Abdul Barakas, Sylvia Corsini. Il y a le directeur de la recherche aussi, Kiss, qui est là-bas, qui est arrivé. Merci beaucoup du soutien. Benoît, en particulier, Monégier, qui a été très actif dans la démarche. Je voudrais remercier l'agence qui nous accompagne de Marie-Hélène Brun avec toute son équipe depuis le début. Puis je voudrais remercier toute la petite équipe qui était avec moi aussi parce qu'on a essayé de comprendre un peu en amont pour ne pas avoir l'air trop bête. Donc on a fait des revues de littérature et on s'est éduqué un petit peu pour essayer de comprendre un peu le sujet avant. Donc je remercie beaucoup Virginie, Nicolas, Isra, Arthur, Joël, Aurore qui sont présents. Nous avons un cocktail pour poursuivre la discussion qui se situe au rez-de-chaussée, ça se tient, c'est assez logique, dans le jardin, à droite, c'est ça ? À droite, en bas des escaliers. Bon, enfin, vous me suivez et on se retrouve. Prochaine session, le 28 juin matin.